Émission 884. Cette semaine, Mighty Morphing Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtle. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Ok, oui. Tu peux te parier en fait. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis une équipe dont les membres, même à leur âge, continuent à jouer au petit bonhomme. Oh ben oui, j'ai pas bien le choix. Non, mais là, toi, t'as pas le choix, mais en plus, cette semaine, je pense qu'on est vraiment dans les petits bonhommes. Oui. On s'est même pas parlé, voir si t'as aimé la BD, on va parler tantôt. Oui. Je vous les présente à l'instant. Le premier, j'ai un cauchemar récurrent qu'il boit un café, que Dieu nous vienne en aide. Le cinéaste Yoann Carl-Wissel est avec nous. Salut Yoann. Bonjour. Mais pour être franc, c'est pas si épeurant, ça m'arrive, puis là, je fais de l'anxiété. C'est automatique. Ah, mais il y a une fois, je me souviens, je sais très bien quand ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, tu m'as déjà dit, moi, je ne bois pas de café. Ouais. Je pense que dans le temps, tu prenais pas de médication pour ton ADHD. Non, mais c'était déjà anxiogène. Puis tu m'as dit, si je bois du café, c'est que ça va pas bien. Puis une fois, je pense que c'était peut-être avant mon anniversaire ou une soirée, tu m'as demandé du café. Puis je t'ai fait comme un double take. J'ai dit, Yoann, t'es-tu certain? Genre, ouais, j'ai vraiment besoin de café. Et c'est la seule fois que je t'ai bu ce breuvage. Je devais être incroyablement fatigué. Oui, parce que tu m'as jamais demandé ça. Je t'ai jamais vu boire du café. Oh, mais ça m'arrive. Comme il y a quelques années, j'ai acheté une super machine à faire du café à ma conjointe. Puis, bien heureux, t'as besoin de ça dans la vie. C'est une question de statut. Elle adore le café. Mm-hmm. Mais de temps en temps, j'en demande parce que j'aime le goût. Mais c'est ça, j'en prends des petits cafés. Ouais, moi je prends des décafs le soir parce que je trouve ça réconfortant le goût. Oui, mais je bois, exemple, si je bois un café là à 6 heures, je vais regarder le soleil se lever le lendemain matin. C'est comme 2 jours plus tard, il est toujours réveillé. Ah oui, c'est ça. Je suis très, très. Tout ce qui est médicaments ou choses qui. Je suis très sensible à ces choses-là. Moi, j'ai une bonne résistance à l'alcool. C'est la seule chose que j'ai une résistance. Ah ouais? Oui, c'est l'alcool. C'est parce qu'on est alcoolique, tout. Hey! Mais pas pire, là, j'ai vraiment réduit beaucoup. Moi aussi. J'avais vraiment augmenté. C'est con, je me suis rendu compte que durant la pandémie, ma consommation avait vraiment augmenté. Mm-hmm. C'était clairement une manière de médicamenter. Puis avant Noël, j'ai fait « Hey, ça me tente plus ». Puis c'est pas que je buvais tout le temps, mais je buvais la fin de semaine. Mais quand je buvais la fin de semaine, man, je buvais pas mal. Puis je me disais, mais voyons, puis ça faisait un bout que j'en parlais. Je me disais, ça n'a pas rapport que j'ai ce genre de consommation-là. Surtout que moi, j'ai commencé à boire sérieusement, entre guillemets, quand j'avais 25 ans. C'est vraiment tard, là. C'est quand même tard. 25, puis c'était le café puis la bière, justement. Moi, c'est 16 ans. 16 ans. Christ, t'as commencé. Moi, j'aurais bu à 16 ans, ma mère, elle m'aurait tué. Ouais, ma mère, elle le savait pas. Ouais, ta mère, elle savait sûrement, mais elle était bien chill. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ça me tente plus. Puis pour vrai, ça va. Tu sais, je charge comme prendre un verre, un truc comme ça, mais tu sais, boire la fin de semaine pour me calmer de ma semaine, je fais plus ça. Non, c'est une bonne chose. Je vois pas pourquoi je parle de ça. Je m'envoie parce que si c'est dans le courant, c'est dans l'air du temps en ce moment, là, les gens modulent leur consommation, pas juste parce que c'est la période de l'année où... Parce qu'ils sont pauvres. Oui, parce que tout le monde est pauvre, on est inclusif dans ce cas-ci. Mais je pense que les gens, c'est la mentalité aussi. Les jeunes boivent moins, ils font plus attention. Oui, ils beaucoup plus. Ils consomment d'autres choses, mais l'alcool, c'est comme... Cool. Non, puis tu sais, on va s'entendre, ça reste que c'est un poison qui est le fun à boire, mais... Tu parles d'un produit qui gèle pas, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis on met ça dans notre estomac, genre « Yeah, Happy Friday! » Mais oui, mais tu sais, on consomme du poison de temps en temps parce que ça nous fait sourire, mais peut-être pas trop souvent. Pas trop souvent. J'ai pogné mon moment moi, pour réduire parce qu'on est comme un peu dans la slowpocalypse. Oui. En tout cas. C'est slow, par exemple. Oh, attends, ça va aller plus vite dans le monde, je pense. Mais on est un peu comme dans le premier film de Mad Max. Tu sais... C'était pas tout en désert encore? Là? Non, c'est ça. Comme le premier, tu sens que c'est le début c'est un pré-apocalypse, le premier film. Oui. Tu sais, c'est pas encore... tout le monde n'est pas habillé encore en équipement de hockey, puis... puis on cherche pas la femme féconde, puis tu sais... Il y a pas le... Tu sais,
l'essence n'est pas encore... Ben, il est important, mais pas encore si important. Ça va être l'eau avant l'essence, je pense. Oui. Ouais, mais ça finit tout le temps par être l'eau dans tous ces films-là. Dans ces films-là, c'est l'eau, les femmes fertiles, puis quoi d'autre? L'essence. L'essence. Ouais. Puis l'équipement de hockey. Tu veux pas être le fashion faux pas. Mais c'est ça. Dans Mad Max, quand ils ont utilisé l'équipement de hockey, c'est parce qu'il n'y avait pas de budget, right? Il y a une part de ça, parce que les films étaient quand même faits à plus petit budget. Mais il y a aussi que ça a un look cool. Mais c'est ça. Ben après, c'est devenu l'esthétisme de base des films post-apo. Puis il y a une logique en arrière de ça, dans le sens que... C'est ce qui reste. C'est ça, c'est ce qui reste. Tu vas au magasin de sport puis tu te fais une armure. Fait que toi, selon ta logique, à partir de l'apocalypse, toi, tu vas au sport aux puces. Oui, c'est ça. Tout le monde va faire le Costco, la file, puis de l'eau. Toi, tu vas aller au sport aux puces. Puis moi, je vais avoir le look. Au moins, tu vas avoir le look. Je vais peut-être avoir soif puis faim, mais je vais avoir le look. Tu vas avoir le casting. C'est ça, exactement. Parfait. Hey, j'ai envie de briser un petit peu la formule aujourd'hui, Johan, parce que j'ai goût de te demander si tu as aimé la BD. On n'a pas eu le temps d'en parler avant ton arrivée. Oui, j'ai aimé. OK. Mais tu as des réserves. Mais j'ai un paquet de réserves. Ah, shit, je pense que j'ai vraiment plus aimé ça que toi. Ah, ouais. Ouais. OK. J'avais un gros smile en lisant la BD. J'ai eu un gros smile, mais... on en parle-tu là? Non, on parlait tantôt, mais je voulais juste voir un aperçu. Non, est-ce que j'ai eu énormément de plaisir? Oui. OK. Mais parce que je pense que je suis un bon public. Oui. Mais il y a plein d'affaires que je trouvais qui me gossaient. OK. OK, bon, mais là, tu m'as mis un petit peu la table. J'ai hâte de voir ça. J'ai le goût de faire une petite plug là, pendant que j'y pense. J'y ai pensé juste avant le début de l'émission, mais notre ami Rémi Fréchette, avec qui j'enregistre Bifurcation, le podcast exclusif. Et je dois dire à toutes les fois que tu mentionnes Rémi que c'est une personne merveilleuse que j'aime. Il est incroyable. Il a beaucoup de talent. Oui. Il travaille très, très fort sur ses projets. Il est vraiment dédié. Je te dirais pas juste artistiquement puis avec son temps, mais aussi monétairement. Il met beaucoup de temps et d'argent dans ses projets. Oui. Et son dernier film, Time Man, qui a été présenté à la dernière édition de Spasme, sera présenté au Rendez-vous Québec Cinéma. Ouh. Donc, pour les gens qui ont vu le film, il y a comme une trame sonore qui est jazzée, comme du jazz pendant le film. C'est sexy du jazz. C'est très sexy. Et là, en fait, cette trame originale-là a été composée avec de l'improvisation pendant la diffusion du film. Il y a des gens qui ont enregistré one take, avec une petite pause, là, les épisodes. Et donc, c'est ça la trame sonore que vous entendez dans les épisodes. Et pour l'occasion des Rendez-vous Québec Cinéma, ils vont répéter l'expérience. Donc, Rémi a ressorti une version de son film avec les dialogues, avec des sous-titres, mais sans musique. Et là, il va y avoir le band qui a enregistré la trame sonore live. Oh my Donc, God! c'est quand même assez cool. Puis ça nous ramène à une époque où le cinéma, c'était ça. C'était ça, exactement. T'avais un cinéma muet, puis t'avais le gars avec le piano qui suivait le rythme du film, qui faisait le soundtrack au fur et à mesure. Mais c'est très, très cool, ça. Yes. Quelle bonne idée. Yes. Donc, j'ai pas la date devant moi là, parce que j'y ai pensé juste avant l'enregistrement quand t'arrivais, mais allez jeter un coup d'œil au Rendez-vous Québec Cinéma. Puis souvent, ils ont plein d'activités et d'événements gratuits pour le public. Puis ça fait partie des événements gratuits. La projection de Time Man, donc ça en vient je vais y aller. Yes. C'est quand? C'est quoi la date? C'est ça, j'ai pas la date. J'ai pas regardé. Je regarderai peut-être ça à la pause, puis je pourrais vous le donner tantôt. Mais sinon, deuxième plug, il y a We Are Zombies qui est maintenant disponible sur Crave. Oui, finalement, sur Crave. C'est ton troisième film. Oui. Deuxième. Ça, c'était notre troisième film. Deuxième film. Donc, on a 4 films au total, ça, c'était le troisième. C'est le troisième, exactement. Oui. Je te mélange dans tout ça. Mais donc, il est disponible pour l'écouter sur Crave, les gens qui sont abonnés à Crave. Puis il y a des gens récemment qui ont comme quitté Disney Plus et Amazon pour s'abonner à Crave, qui est canadien. Ben, faites jouer le film. Ça, là... C'est con à dire, mais ça vaut de l'or en barre. Pour nous. Pour vous autres. Parce que c'est la énorme. preuve que le film est consulté, qu'il y a un intérêt. C'est ça qui parle. C'est ça qui fait qu'éventuellement, il y a des choses qui bougent, puis il y a un intérêt pour votre contenu. Oui. Tu sais, on ne fera pas plus d'argent parce que vous l'écoutez. Non. Mais ça montre aux décideurs qui donnent de l'argent que, OK, il y a du monde qui aime ce genre de film-là. Le monde aime l'univers de ces gens-là. Je veux plus les financer. Ça nous aide énormément. Exact. Puis, je vais aller plus loin. Tu sais, si vous ne l'avez pas vu, écoutez-le. Puis, attendez 2-3 jours. Puis là, faites-le rejouer. Genre, en background, quelque part. En background, pas besoin de le regarder. Non, c'est ça. On triche. Moi, je l'ai acheté sur Apple TV. Ah, merci. Mais jadis, quand il est sorti. Mais cette semaine, je vais le refaire jouer juste en background. Oui. Juste, ça fait une écoute de plus. Oui. Puis c'est con, mais si tout le monde le fait, ça montre un intérêt. Oui, voilà. C'est ça. Ça l'aide. C'est que 2 choses cette semaine, c'est les 2 plugs pour les amis Rémi et pour Johan. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce week-end, pardon, j'ai enregistré 2 bifurcations avec Rémi. Oh. Puis on commence notre cycle dédié à Paul Verhoeven, le réalisateur Paul Verhoeven. Oh, Paul Verhoeven. Puis on a fait 2 de ses films irlandais
fucking trash quand même, surtout le premier, Spitters. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu, c'est des jeunes dudes qui trippent sur la motocross. Puis il y a beaucoup de cross aussi sans moto là-dedans. Beaucoup de plans de Pour un homme religieux, hein, il est quand même assez... il a pas peur de la verge, je te dirais. Oui, c'est ça. C'est gros plan là-dessus. Puis donc, mais c'est quand même franchement intéressant. Je suis moins fan que Rémi, mais je suis content de les avoir vus parce que c'est un cinéma qui est excessivement cru. Et je pense que quelque part, ça se reflète dans sa période américaine. Donc, je suis comme content d'avoir vu un peu ses origines. On n'a pas pour tout parlé de ces films néerlandais, là, mais on a parlé de Spitters, puis le deuxième, c'est The Fourth Man. OK. Qui est je ne connais pas, Fourth Man. Il est sur Internet Archive. Ah, OK. En fait, vous ne pouvez pas mettre la main sur son film, c'est vraiment sur Internet Archive, si vous voulez le voir. Donc, 2 films. Donc, cette semaine, il va avoir... Ça veut dire qu'il est libre de droit? Non. Probablement. Des fois, il y a des affaires qui se retrouvent sur Internet Archive. C'est gris, hein, ouais, Internet Archive. Exact. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de DVD en circulation, il est sur aucune plateforme. Puis à un certain moment, tu veux que ton film soit vu, tu sais. Ouais, quand il est en circulation, tout ça, tu veux que le monde le voit de la bonne façon parce que là, ça t'aide. Mais une fois que il n'y a plus de distribution, il n'y a plus de façon de le voir, tu veux juste que ton film soit vu, là. C'est ça fait 40 ans qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. Donc, ça se peut qu'il soit libre de droit en Europe. Peut-être. Oui. Je connais pas la raison, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup des films d'horreur ou de post-apocalyptique italiens qui sont libres de droit parce que leurs droits d'auteur sont quand même assez courts en Italie. C'est que, exemple, Crusader of the Atlantis, là, qui est un excellent... c'est du bonbon. Simon t'en parlerait mieux que moi, là. Oui, ben, Simon connaît ça. Toi aussi, là, mais je veux dire, il y a une mémoire encyclopédique. C'est un film absolument fantastique, trash, série B, douteux, comme certains disent, mais que moi j'adore, vraiment entertaining, mais il est libre de droit. Il est complètement libre de droit parce que ça fait plus de comme 30 ans qu'il a été fait et tout ça. C'est que ça va quand même assez vite en Europe. Je suis intrigué, tu vois, la semaine passée, puis excusez-moi si je parle un peu weird, là, c'est que j'ai encore un abcès en bouche depuis le mois de décembre. Comment ça? Je sais pas ce qui est arrivé, j'ai un abcès, puis depuis... C'est le stress, ça. Non. Ben, mais tu parles pas croche, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas su. J'ai mis du produit parce que je le protège, parce que sinon il gonfle. Puis là tu le mords. Là je le mords, tu sais. Ben je le remords pas, mais il est irrité, puis je suis allé voir un dentiste, puis rien, il fait... Si vous êtes un dentiste, man, Ben à mystérieuxtenant.com, je suis en train de virer fou. Parce que quand je suis allé le voir, je suis en train d'expliquer au gars, il dit « Ah, il est tout petit. » Je vois, là, il est tout petit. Parce qu'aujourd'hui, il est tout petit. Mais demain, il va être gros comme quand je suis venu le voir il y a 2 semaines. Oui, c'est bien. Non, tu comprends pas, là. Puis, tu sais, à la fin, non, il n'y a pas de problème. Il doit y avoir au moins un dentiste qui nous écoute. Selon les moyennes, oui. Donc, les probabilités. C'est ça. Écrivez-moi ben@mystérieuxtenant.com. Ça prend toute mon attention quand je parle pour pas sonner comme si je parlais du bout de la langue. Ça me gosse. Mais on l'entend zéro. Je pense que c'est... Mais c'est psychosomatique peut-être. Mais genre, je suis vraiment tanné. Là. Ça fait depuis le mois de décembre puis je sais plus quoi faire. Tu sais, je suis en train de me dire, faut-tu que je fasse une ablation? Je ferais pas ça, là, mais avec un exacto. Là. Non, ça, je pense que c'est comme... Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est comme empirer le problème. Je ferais pas ça, mais ben@mystérieuxtenant.com. Mais c'est ça, Spitters, The Fourth Man, on a enregistré ça en fin de semaine avec Rémi. Le premier des 2 épisodes de Bifurcation va être disponible cette semaine. Donc, les gens qui payent pour le contenu Patreon, vous allez avoir un goodies qui s'en vient, 2 goodies qui s'en viennent. Désolé pour le retard. C'est ça. C'était des plugs. Je vais en refaire tantôt là, durant la période de pause, là, avant la période de pause. Mais ça va être de 2 épisodes qui s'en viennent. Parfait. Juste question. Le vidéo a plus l'air de fonctionner. Ça se peut-tu? Le vidéo a plus l'air de fonctionner. Je pense que c'est sur ta plateforme à toi parce qu'ici, ça fonctionne. OK. Bon. Tant que ça enregistre, tant que ça diffuse. C'est peut-être sur mon... Oui, je te confirme que c'est de ton côté. C'est de mon côté. C'est moi le caillou. C'est toi le caillou. Et voilà. Allez, Expression préférée à Anouk. Bon, salut ta soeur. Salut Anouk. On va écouter un message vocal laissé par notre auditeur Martin, que tu connais aussi. Martin. Oui, que j'ai pris quelques bières avec lui, qui est très sympathique. Ouais. Martin qui nous écoute depuis plus un homme généreux. Oui, absolument. Il n'y a pas le choix parce qu'on fait tout le temps la blague sur le Discord qu'il y a 10 000 enfants. Et il a 10 000 enfants. Il a carrément 10 000 enfants. Il y a une famille récomposée. Je ne sais pas comment il fait. Je ne voudrais pas voir ses billes. Il y a plusieurs adolescents. Puis moi, je peux te dire qu'avec 2
garçons de 7 ans qui mangent comme des adolescents. J'imagine pas comment ils vont manger quand ils vont être vraiment des adolescents. Ouais. C'est que je sais pas comment il fait pour les nourrir. Fait on connaît bien Martin. Il nous a laissé 2 messages vocaux. Donc, il revient sur sa lecture de l'ère Krakoa des X-Men. Ah oui. Parce qu'il est en train de rattraper Simon. Oui, ben Simon a mis une liste de lecture sur le Discord. Une autre raison de s'abonner au Discord. Yep. À chaque semaine, on en parle. Donc, il revient là-dessus. On a 2 messages. C'est juste parce que je pense qu'il n'y avait pas eu assez de place sur un. Fait qu'on va faire jouer les 2, puis on va commenter après. Parfait. Hey, salut les LME, c'est Martin. Pour mon premier speed pipe de l'année, j'aimerais vous parler de ma lecture de la liste Krakoa de l'unique Simon Chen Chénier. Tu en fait la plug. Ah, oui. Quel ride, mes amis. On parle ici de 681 singles. Oui, 681. Et grâce à mon emploi du temps, ça m'a pris près de 2 ans pour terminer le tout. Oh, wow. Ça veut dire 30 singles par mois, 7 par semaine. Ouais, c'est intense. Merci encore à mon employeur. Sérieux, jamais j'aurais réussi sur mon temps avec 5 ados, une conjointe, un paternel, le hockey, les autres lectures on the side et vous autres sur le Discord. Mais bon. Cela dit, assez du contenant, maintenant le contenu. C'est sûrement la run la plus longue que j'ai lue, après, bien sûr, celle de M. Claremont. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est devenu rapidement mon soap journalier préféré. Je vous avoue que dans tout ça, il y a des longueurs, des numéros de magie, des médiévales, des pages de blabla qui me rejoignaient moins. Mais en gros, c'est un peu poche que ce soit fini. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être expliquées et explorées encore un peu. Ça, c'est le premier message de Martin. Merci. Hey. Et le deuxième? Comme je disais, beaucoup de choses qui auraient pu être explorées un peu plus. C'est sûr que le départ de Hickman a sûrement chamboulé bien des choses durant la run. Ce que j'ai aimé le plus, l'île elle-même, qui nous rappelle les débuts des X-Men de 1975, toute l'angle de Moira McTaggart avec les timeline reboot puis tout ça. Et bien sûr, les méchants. Particulièrement Mr. Sinister, que j'ai adoré détester, et Beast, Hank McCoy lui-même, que j'avoue m'a fait parfois oublier que c'était juste des personnages de papier. Je vous recommande à tous cette merveilleuse aventure. Immense bravo et merci à Simon, qui nous ouvre la voie avec son splendide travail d'archiviste. Lead the way, on aime ça te suivre. C'est tout pour moi. À bientôt, la gang. Oh, wow! Merci, Martin. Merci pour les éloges. Belle analyse, pour vrai. Là. Oui. Ouais. Pour les gens qui se demandent, il parle de Hickman. C'est l'auteur qui a commencé l'art Krakoa il y a quelques années, puis qui a quitté assez vite. Puis pourtant, il était supposé écrire la série pendant un bon bout de temps. Il a continué à travailler pour Marvel, mais il a quitté. Fait que ça a peut-être changé un peu la stratégie puis les plans pour cette période de comic book qui a duré un bon 5 ans, si c'est pas plus. Oh, wow. Et comme l'a mentionné Martin, puis nous, on venait de le dire, Johan et moi, mais la liste de lecture est disponible dans le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est un serveur privé auquel vous avez accès quand vous êtes membre Patreon des Mystérieux. Et vous allez dans le comic book et manga. Et en haut, il y a une petite pin là, comme sur un tableau. Oui. Vous cliquez là-dessus, ça vous donne accès à 2 documents, 2 listes de lecture. Et je pense aussi que Gab, notre auditeur Gab, a aussi mis une lecture pour des comics de Star Wars. Puis il y a des listes de lecture en ligne, là, il y en a plein. Ils sont souvent incomplètes, sont souvent pas super compréhensibles. Mais Simon, qui dans la vie est archiviste et il a toujours eu cette obsession pour l'archivage, a fait une super belle liste de lecture. Donc, on sait qu'il est en train de lire cette période-là de Krakoa, il a maintenant terminé, puis il continue. Fait que tous les comic books sont là. La liste n'est pas complète, mais c'est selon Simon, ce que vous devez avoir lu, puis lui, il suit ça assez assidu, puis attentivement. Puis il y a aussi une autre liste de lecture que Simon a offerte, c'est toutes les X-Men depuis la période de Chris Claremont. Donc, un gars qui a écrit les X-Men pendant super longtemps. C'est gratuit, donc les 2 listes sont là, puis il y a la liste aussi de Gab qui est là. Donc, allez jeter un coup d'œil. Je pense que j'ai aussi mis les listes directement dans une sous-section qui s'appelle « Liste de lecture ». Donc, si ça vous intéresse, c'est accessible.
Puis voilà, c'est... Mais c'est super. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi avec le Patreon, exemple pour Gab ou Simon, si vous commencez la liste de lecture, vous avez des questions, vous pouvez leur parler. Ils sont là, ils sont sur le Discord. Ils sont sur le Discord. Je commente très peu sur les médias sociaux. Où est-ce que je commente? C'est sur le Discord. Je ne suis plus vraiment sur les réseaux sociaux. Je le fais juste un peu par promotion de temps en temps. Moi, je fais ça un coucou de temps en temps. Mais peut-être, tu sais, je vais sur les réseaux sociaux peut-être une fois par mois. Oui. Ou peut-être une fois par 2 mois. Quand on dit, hey, on t'a envoyé un message sur Facebook. C'est ça. Peux-tu aller sur Facebook, voir le message, ça fait 2 semaines, t'es supposé de l'avoir vu. Là. Mais c'est parce que c'est pas bon. C'est un tu-production. C'est tout ce que... En fait, le Discord, pour moi, est ce qui devrait être Internet. Oui, c'est ça. C'était la promesse de 95 d'Internet. Puis c'est de parler entre nous autres, puis, tu sais, je sais pas, c'est plus relax. Ouais. Puis il y a un paywall, fait que ça filtre un peu. Ouais, c'est moi, ça. c'est drôle, puis je trouve que c'est quand même un groupe qui reste, somme toute, quand même exceptionnel, mais le Petit Coin Beurré de nos amis de Opération Beurre de Cinoche, il y a beaucoup de monde qui sont passionnés du cinéma, mais des fois, là, puis ça me vide juste à lire les commentaires, fait que c'est bon que j'aille pas un forum ouvert sur Facebook, mais des questions qui sont loadées à -20, là, super négatives puis de mauvaise foi. Parlons des choses qu'on haït. Non, c'est comment, là. Tu me poses cette question-là, mais tu veux en réalité parler de ça puis juste puis t'as une opinion, mais exactement. Moi, ça m'intéresse pas. Puis garde, bravo à Guilla qui fait la gestion de communauté de ce groupe-là. Moi, je serais pas capable. Moi, c'est sur Discord. J'ai retrouvé un sticker que j'avais eu. Il y a quelqu'un... J'avais fait un podcast... Quand on est allé au Comic-Con de San Diego, Anouk, elle a fait un panel. Okay. Oui, c'est vrai, j'ai oublié que vous étiez en San Diego. Oui. Ah, ben c'est fou, un Comic-Con de ça a l'air débile. Ben, c'est que t'as l'endroit qui est comme ici à Montréal, tu sais, comme le palais des congrès. Le palais des congrès. Mais dès que tu sors, c'est toutes les rues, là, c'est... Le Comic-Con, en réalité, c'est... C'est la ville, c'est 6 quartiers là, collés. Là. Tu te promènes dans les rues, les compagnies louent les restaurants pour faire des pop-up à propos de tel film ou tel jeu ou tout ça. C'est non-stop, c'est partout, c'est la ville, c'est incroyable. Si on voudrait y aller là, on n'aurait pas de place, on n'aurait pas de place dans les hôtels. Il faut vraiment se prendre un an à l'avance, je pense. Oui, ben, tu sais, il y a toujours une façon de faire, mais ça coûte cher, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que si tu as l'argent, tu peux faire. Oui, mais ça, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi. Nous, on est allés parce que. Vous étiez invités, ouais. On était invités, ça fait que t'es logé puis tout ça là, dans ce temps-là. Je sais que Jake a été il y a longtemps parce qu'il a publié il avait publié dans un genre d'anthologie de Image Comics ça fait super longtemps, minimum 15 ans, je pense. Puis il avait été là en tant qu'artiste. Ça doit être un autre trip quand même. Un autre auquel j'ai été, moi, dans le temps, quand c'était peut-être la 2e édition, c'était le New York Comic Con, que j'avais bien aimé. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais jadis, c'était super simple pour moi en tant que média d'y aller. Puis tu sais, j'avais l'université, donc il y avait une certaine crédibilité. Ouais. Puis j'avais eu des passes médias, puis j'avais assisté à des conférences, puis j'avais vraiment trippé. On parle de 2006, là, quand même. C'est au début des Mystères étonnants. C'était un gros fun. Puis il y a toute l'énergie que tu connais de New York, mais dans un congrès style Comic-Con. C'est nice. Mais bref, j'ai retrouvé un sticker qu'il m'avait donné après qu'on avait fait le podcast. Coupé, Non, tu m'as pas coupé. On est parti sur une tangente. Sure. Puis son sticker, c'était « Don't hate, create ». Puis comme je l'ai retrouvé il y a comme 2 jours, puis j'étais comme « C'est tellement vrai, là ». C'est vrai, puis je m'haïs, moi, quand ça arrive des fois que je me prends au jeu à comme genre argumenter ou partir de même dans des... Puis à chaque fois, je m'en veux, puis je suis comme « Non, ça donne à rien. » Au pire, fais tes petites affaires de ton bord. Puis... Si t'aimes pas quelque chose, perds pas de l'énergie là-dessus. Fais d'autres choses. Parle de ce que t'aimes, Colin. Oui, c'est ça. Parle de ce que t'aimes, puis crée. Ouais. Tout le monde devrait essayer de créer un peu. Oui, exact. Hey, Yoann, veux-tu commencer les nouvelles cette semaine? Ben, pourquoi pas? Yeah, t'en as quelques-unes. Ben oui. Hier, c'était la méca du football américain. Tu veux dire un gros robot géant? Oui, c'est ça. La Mecque. La Mecque. Oh, mais en anglais, c'est Mecca, non? Oui, t'as raison. Okay, correct. Je m'en sors? Ouais. Parfait. Bref, c'était le football et les Eagles de Philadelphie ont donné toute une raclée aux Chiefs de Kansas City. J'ai tout compris ce que tu viens de dire. Mais moi, j'écoute du sport à la télé. Je sais que toi, t'écoutes du sport. Moi, j'écoute pas du sport. Ouais, parce que c'est du disposable entertainment. C'est comme... J'ai rien contre ça. Puis si vous tripez, tant mieux. Moi, ça colle juste pas à ma tête. J'arrive pas. C'est parce que si je lis quelque chose ou j'écoute un film ou je joue à un jeu, ça reste avec moi. Oui. Tandis qu'un sport, je vis un moment avec le sport,
Mais après, ça s'en va. C'est jetable. C'est jetable. Ça fait que c'est pour ça que j'aime regarder du sport. Bien vu. J'aime ça. Je comprends. OK. Fait que t'as écouté. Ben oui, j'ai écouté le Super Bowl. Et bien sûr, Super Bowl veut dire un paquet de trailers et aussi de pubs, mais surtout des trailers, puis il y en a eu plein hier. Ça fait que parlons des trailers. T'en as-tu vu quelques-uns? J'ai vu du Super Bowl comme tel, j'ai vu celui de Thunderbolts. Oui. Qui m'a beaucoup... tu sais, pas que je... Moi, je l'ai pas tant, la super-hero fatigue. Je pense qu'après Avengers Endgame, il y a des gros souliers à remplir. Oui. Je donne la chance aux coureurs, mais j'avoue que depuis Avengers Endgame, il n'y a pas un film de Marvel qui m'a autant, disons, excité le poil des jambes. Peut-être à exception près No Way Home de Spider-Man que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, c'est ça l'affaire. J'étais curieux, là. Tous ces films-là, comme No Way Home, tout ça, je les ai vraiment aimés. J'ai eu beaucoup de plaisir à les regarder, mais j'étais pas excité d'aller voir. Moi j'allais un petit peu la super-héros fatigue, mais j'ai aimé ces films-là. Mais j'étais pas comme « j'ai hâte qu'il sorte ». C'est « je vais le voir quand je vais le voir ouais. ». Mais je trouve, bien là, au lieu de parler de Thunderbolt pour commencer, je pense que... Parlons de Fantastic Four à place. Qui était sorti dans la semaine auparavant. La semaine auparavant. Pourquoi? Parce que ce film-là, c'est le premier film qui m'a fait comme « j'ai hâte ». Puis il m'a donné des petits frissons. Je me souviens que toi et Simon Chénier, jadis, quand vous parliez d'inclure les Fantastic Four dans le MCU, vous parliez de mettre ça dans ce qu'on appelle un period piece. Oui. Donc, dans la période des années 60. Période à laquelle les personnages ont été C'est ça créés. que j'aurais fait. Si on m'aurait engagé, c'est ce film-là que j'aurais fait. C'est ça qu'ils ont fait. Ils les ont mis dans les années 60. Hein? Probablement un univers parallèle. Ils nous ont espionné. Puis là, ils m'ont pris toutes mes idées. On n'en est pas à notre première prédiction, Mystère. Non. On dit tellement de la merde qu'il y a des choses qui finissent par coller. Le look... Tout d'abord, le film va être réalisé par Matt Shakman, qui a réalisé WandaVision. Ouais. Et t'as un peu l'ADN de WandaVision dessus. 60s, un peu. Puis, comme un très bon œil pour... qu'est-ce qui est visuel. Puis c'est ça qui me fait triper sur le film. C'est ça qui m'a allumé tout de suite. Le visuel, la décoration, la direction artistique, tout est tellement parfait. Tu sais, t'as 60s, puis t'as le 60s futuriste. Oui. Tu sais, le côté Jetson. Oui. Il est là. Oui, le petit gâteau qui sort. Tu sais, la vision que ces pauvres personnes-là avaient du futur, puis que c'est pas ça pantoute qu'on va avoir. C'est pas ça pantoute. Non, mais il y avait tellement d'espoir dans ce genre de futur-là. Oui. C'est la période où on allait aller sur la Lune. Oui. Puis que tout était possible. C'est tout possible pour l'humain de faire ce qu'il veut. Oui, puis tu vois les vieilles pièces d'art de qu'est-ce que va être le futur, puis tu regardes puis tout le monde avec leur petit jetpack, puis les autos volantes, puis tu sais, comme les personnes sont assises dans un avion, puis ils ont un buffet complet avec un steak. Oui, c'est tout le temps un steak. Il y a tout le temps le paternel qui coupe le steak aussi. Tu sais, comme l'opulence, puis comme être heureux, puis c'est pas ça par on est en train d'avoir. On n'est pas dans la place. Mais on dirait que le film est... Oui, il va y avoir des moments sombres, puis tout ça. C'est normal, il faut que tu aies des vagues dans un film. Sure, mais il feel comme plein d'espoir. Il feel... Malgré le speech de Reed. Qu'est-ce qu'il dit, Reed? Ben, tu sais, il dit, avant qu'on y retourne dans l'espace, c'est tout... Tu ne devenais pas invisible. Ben n'était pas une roche. Tu sais, là... Johnny se transformait pas en feu. Mais de la façon qu'il en parlait, il y avait comme une genre d'amertume puis une tristesse. Puis après, elle rassure, non, tu sais, on est là. Tu sais, Ben a toujours été une roche pour la famille. Ouais. Mais je trouve le trailer au complet, il est comme plein d'espoir. Il est comme, on dirait qu'il y a un bonheur dans le trailer. Oui, j'ai hâte de voir ça sera quoi, parce qu'il va probablement avoir une différence entre la bande-annonce et le produit final. Mais de ce que la bande-annonce nous présente, ça semble être un film excessivement optimiste. Oui. Très 60s, très inspiré, très calqué de ce qu'on nous présente de la bande dessinée d'origine. Peut-être même un petit peu campy. On voit Robbie, le robot des Fantastic Four. On peut-tu parler du design de Robbie? Il est nice, man. Il est superbe. Avec ses deux yeux qui sont comme des têtes des bobines. Des bobines enregistrées. Parce que j'aime ça. Tu sais, quelque chose qui me fait vraiment triper, c'est de la nouvelle vieille technologie. Oui, c'est le rétro-futuriste. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours aimé Fallout. Je sais pas si... T'as jamais joué à Fallout? J'ai jamais joué à Fallout, mais j'ai regardé des gens jouer à Fallout. Mais il faut que tu joues un jour. Oui. C'est tout ce genre d'univers-là rétro-futuriste, ça me fait triper vraiment fort. Puis je trouve
C'est vraiment beau. Vraiment, là, il y a même le Fantastiscar. Ouais, la voiture qui vole. La voiture, oui, puis elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Le design, encore là, c'est comme si on avait voyagé dans le temps. C'est comme la vision des années 50 du futur. Je sais pas, on dirait que ça me rend heureux. Puis on a, je sais pas de ce que tu as vu, ben en fait tu l'as écouté, mais Galactus qui sera là pour la première fois. Pas un nuage, pas une cochonnerie, de vrai Galactus. C'est quelque chose que je voulais parler dans un autre des trailers, mais qu'on peut aussi bien en parler là. Il y a comme finalement, puis tu sais, ça fait quand même, tu sais, on le fait de plus en plus, là, mais on accepte le matériel source. Yep. Puis on l'assume à 100%. Absolument. Puis c'est tellement mieux. Tu sais, pendant des années, il y a plein de producteurs qui disent « Ben non, là, le monde, ils vont le trouver ridicule, Wolverine avec son masque puis habillé en jaune. Ouais. » Puis peut-être qu'on l'aurait trouvé ridicule puis qu'on avait besoin de passer... Dépasser tranquillement, d'évoluer tranquillement. Oui, c'est ça, de le faire étape par étape. Mais là, on est rendu là, puis là, on l'assume à 100%. Pense au début des films de Marvel en 2008 à peu près. T'sais, on les a réécoutés sur Discord durant la pandémie. On s'est retapés au complet. Puis il y avait de quoi de... Au-delà de la production, de la valeur de la production, dans le traitement, c'était très différent d'aujourd'hui. Oui. On assumait un petit peu moins le côté comic bookesque. Regarde le premier Iron Man, qui est un film que j'adore, puis Avengers Endgame, on est dans deux traitements complètement différents du même univers. Donc, les producteurs, les cinéastes et le public ont comme évolué en parallèle, j'ai l'impression. Oui. Fait que oui, je suis content qu'on ait rendu à un point parce que ça peut être un petit peu goofy, mais il va y avoir un géant cosmique avec une grosse tête qui bouffer la Terre. Puis go for it, assumons-le. Puis, étrangement, je pense une des choses qui a fait vraiment un switch fort pour assumer le look de quelque chose, c'est Sonic Moche. Sonic moche? Oui, le Sonic, quand il est sorti là, avec ses dents. Celui dont ils parodient dans Ranger du Risque. Oui, c'est ça. Tu sais, la version lettre de Sonic qu'ils ont sorti parce qu'ils n'assumaient pas que Sonic pouvait avoir l'air exactement d'un cartoon. Ouais. Puis ils voulaient faire comme un pas entre les deux, de un peu réaliste, un peu cartoon. Puis le monde est... Non! Sonic, c'est pas ça. Sonic, il ressemble à ça. Puis là, ils l'ont sorti exactement comme dans le jeu vidéo. Puis on dirait que, oui, tout le monde a tellement célébré ça que on dirait que c'est comme ça a allumé plein de réalisateurs, producteurs qui ont dit « Ah ben correct, on y va. » On va rester plus proche du matériel d'origine. Oui. Là, tu as une théorie à l'effet qu'éventuellement, ces personnages-là vont se retrouver à notre période temporelle. Oui, ben tu sais, c'est les Fantastic Four, donc c'est sûr qu'il va y avoir du voyage dans le temps, d'univers et tout ça. Là. C'est peut-être Est-ce que tu penses que c'est un autre univers ou c'est l'univers du MCU dans le passé? Moi, ce que j'espère, c'est l'univers du MCU dans le passé. Je trouve que ça rendrait ça plus intéressant. Puis là, boum, il arrive dans le futur. Ouais. Mais, tu sais, quoi que ce soit la version, je suis juste content qu'on ait ce film-là avec ce look-là qui va exister. Yeah. Puis, ils ont casté aussi un de mes acteurs préférés, que j'adore, John Malkovich. Puis j'ai tellement hâte de... Je sais pas ce qu'il fait, parce que dans le trailer, sur le coup, t'as l'impression que c'est Gandalf qui pop. Oui. C'est pas Gandalf, c'est John Malkovich avec une grosse barbe. Tu sais, il y a des rumeurs sur l'Internet que c'est peut-être Red Ghost, mais... Moi, je vais pas voir Quand j'ai vu un trailer, j'arrête de regarder. Non, je regarde plus les nouveaux, puis je vais pas voir l'information. J'ai trop été spoilé dans ma vie. Moi non plus, je vais pas voir, puis absolument, mais je regarde plus les trailers, point, parce que je veux pas être spoilé. Puis je regarde pas les commentaires, mais c'est le premier commentaire sur YouTube en haut. Non. Ça fait que je l'ai lu. Donc quand je dis le monde sur Internet pense, un gars sur YouTube pense. que c'est peut-être ce gars. C'est peut-être ce personnage-là. Red Ghost. Mais moi, je suis un méga fan de John Malkovich. Je trouve que c'est un acteur incroyable qui donne une vie puis qui donne quelque chose d'intéressant à tous les personnages qu'il joue. Tu sais, il y avait eu une télésérie de Space Army, là, mais c'est pas ça le titre, sur Netflix. C'était avec Dave Carell. C'était Space Force. Space Force. Moi, j'ai bien aimé ça. Je sais que, bon, ça a été cancellé. Ça se voulait Office dans l'espace, mais ça n'a pas levé, malheureusement. Moi, j'ai trouvé ça super drôle à cause de John Malkovich. Et de Carell, un scientifique qui était vraiment fâché que sa compagnie comme de science, c'est comme le groupe de sciences gouvernementales était comme envahi par l'armée. Puis Hank Carell puis Malkovich, il y a des scènes qui sont incroyables, qui sont super, vraiment drôles. Parce que Malkovich est là. Parce que Malkovich prenait
cette prémisse-là avec tellement de sérieux, puis elle poussait tellement son maximum. John Malkovich, il y a une présence. Oui, c'est un artiste, c'est un vrai. C'est un acteur qui va te donner 1000%. Ça doit être l'enfer sur un plateau. Moi, là, pas sûr qu'en face de lui, sur un plateau ou n'importe où, au Burger King, qu'importe, genre, il m'intimiderait. C'est sûr. Il y a une présence intimidante. Oui, il vit tout à 1000%, tu sais. Ouais. Puis tout passe par les yeux puis sa petite bouche. Ouais, mais il est incroyable. Ça doit être intimidant pour un réalisateur de dealer avec un artiste comme ça, mais moi, je le trouve incroyable. Fait que ça, c'est ça que j'ai très hâte. Fantastic Four a passé avant le Super Bowl. Oui, ça, c'est avant le Super Bowl. Là, il y en a eu plein pendant le Super Bowl. C'est ça que moi, je suis pas sûr que je les ai tous regardés. Ben, il y a le nouveau Mission Impossible. Ils ont mis comme un genre de trailer teaser nouveau Mission. Je suis désolé, j'ai pas d'intérêt pour les Missions Impossibles. Moi, sais-tu qu'est-ce que je pense? C'est que Tom Cruise, qui est le dernier vrai action hero. Je pense que c'est vraiment le dernier vrai action hero. Il est incroyable. Moi, je pense que Tom Cruise se lève un matin, puis il a une idée. C'est comme, hey, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais ça, me faire strapper sur un avion, puis qu'elle fait des tonneaux, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui il appelle ses amis, il dit, hey, c'est ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Il crée un scénario autour de tout ça. C'est sûr que c'est ça. Il y a des chances que ça soit ça. Parce que dans le trailer, il y a un genre de biplane. Ouais. Puis Tom Cruise, le vrai Tom Cruise, est strappé sur l'avion. Puis tu sais, il essaye de réussir à prendre le contrôle de l'avion. Sure. Puis l'avion, le biplane, il fait des tonneaux. Puis tout ça. Puis t'as toute la face de... Il est pas jeune, Tom, en plus. Là. Non, il est presque dans la soixantaine. Là. Oh, il doit être dans la soixantaine. Sûrement, regarde. Qu'importe. Puis t'as toute la face avec le vent. Puis t'es comme, my God, t'es le dernier. Il y a juste toi qui est game de faire ça encore. Tout le monde va faire ça avec du CGI. Ouais. Mais toi, tu le fais pour de vrai, puis ça rend ça 100 fois meilleur. Penses-tu que les gens vont voir les Missions Impossibles parce qu'ils aiment les Missions Impossibles ou ils vont voir Missions Impossibles parce qu'ils vont voir ce que Tom Cruise va faire? Je pense un peu des deux. Un peu des deux. Mais je sais que j'étais comme toi, comme dans le sens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté une Mission Impossible. Puis là, j'ai vu le trailer, puis je me dis, je pense que je vais me les retaper au complet. En fait, c'est drôle, mais j'ai vu que le trailer est sorti sans l'écouter. Et je me suis dit, moi, me les retaper, là. Pour me remettre dedans, puis éventuellement les écouter au complet. Parce que le trailer, il est vendeur en tabarouette. Ah oui? Oui. Il y avait un teaser qui était sorti peu de temps. Ça, c'est vraiment le trailer qui est sorti. Oui, ben en tout cas, celui que j'ai vu pendant le Super Bowl, là, tu sais, les flips, puis tout ça, puis je suis comme... c'est correct le CGI, puis on peut pas en passer à côté, puis c'est une question de qui vont pas se trapper sur un avion non plus. C'est ça. Mais je suis content qu'on a encore des films qui sont pensés comme ça. Tu sais que, non, on va le faire pour de vrai. On fait du cinéma, on va le faire pour de vrai. C'est ça qu'on faisait dans le temps, on va le faire maintenant. Ouais. Bon, faut aussi avoir les moyens. Hein. Ouais. Moi, je pourrais rentrer dans un bureau et je dis non, je veux que mon acteur soit strappé. Puis il y a des flips qui vont dire on n'a pas les moyens. Ouais, ils vont dire aussi ta carrière est finie, mon homme. Oui, tu peux pas exiger ça. Mais je suis très. Je sais pas dans la vie, là, mais au cinéma, Tom Cruise, ça me parle. OK. Ouais, c'est quoi d'autre que tu as dans ta liste? Il y a bien sûr Jurassic World Rebirth. Oui, qu'on a vu dans la semaine avant le Super Bowl aussi. Moi, je suis... Écoute, je suis un gros fan des deux premiers Jurassic Park. Le deuxième, un peu moins. Les Worlds, je trouve que c'est du schlock, mais c'est du schlock que j'aime. C'est correct. Je vais avouer que j'ai pas écouté les nouveaux. Les Worlds? Je pense que tu n'as pas besoin pour celui-ci parce que c'est Jurassic World Rebirth, donc c'est vraiment comme un nouveau cycle. Ça n'a rien à voir avec le cycle de Chris Pratt. Puis, OK, c'est comme un Elseworld. Là. Je pense pas que c'est un Elseworld. Je pense que c'est dans le même univers, mais c'est pas on suit pas les personnages du World. World, c'est une trilogie. Park, c'est une trilogie. Là, c'est un nouveau cycle qui commence. OK. Point positif, c'est le scénariste du premier Jurassic Park qui a écrit celui-ci. Donc, ça risque d'être un petit peu plus intéressant. Et il a inclus, semblerait-il, une scène du livre de Michael Crichton qui a inspiré le premier Jurassic Park, qui malheureusement a été coupé dans le scénario du premier, de 93. Ouais, tu peux pas faire un film au complet. Non, c'est impossible. Puis un livre au complet, en fait. Puis il l'a inclus dans cette version-ci, qu'importe quelle est cette version-là. Tu sais, c'est un principe assez simple, le Jurassic Park. Là. Tu sacs du monde sur une île, sur cette île-là, quoi, il y a des dinosaures, oupi! C'est tout, là. C'est ça que les gens veulent voir, là. Fait que je suis bien curieux. Scarlett Johansson, qui j'ai appris récemment, ça fait des années qu'elle dit qu'elle veut faire partie de la franchise. Ah ouais. Elle a en fait mandaté ses agents, que quand elle voyait des choses passer, de pousser son nom. Donc, elle est... je pense qu'elle a le rôle principal dans celui-ci. Je suis intrigué. Moi, écoute, je trouve que le premier reste un chef-d'œuvre.
Surtout puis intemporel. Je pense qu'on en a déjà parlé à l'émission. Puis c'est justement, on parlait de vrai puis d'effets spéciaux. Il est intemporel parce qu'ils ont su mixer les deux. Il y a beaucoup de vrai avec le CGI. Il y a très peu, en fait, quand vous calculez le nombre de minutes que les dinosaures sont à l'écran, c'est très peu. Non, mais ils sont efficaces. Mais ça, c'est la force de Spielberg. Absolument. Spielberg est un maître. Mais j'adore le sous-titre, ou le sous-thème plutôt du film. Je parle de celui de 93. C'est l'idée que l'humain pense qu'il est au-dessus de la technologie, de la nature. Puis finalement, non. C'est un ignorant qui va fuck all, puis la nature, elle va prendre le contrôle. C'est un sous-thème là, dans tout le film, autant dans ce qu'il essaie de contrôler, ce qu'il essaie de cloner les dinosaures, mais la technologie pour contrôler le parc, ça revient constamment. Je trouve que c'est un scénario qui est brillant. Je sais pas si dans le livre d'origine, ce thème-là est là, mais dans le film, c'est apparent. Là. Fait que je trouve qu'il manquait un peu peut-être cet aspect-là ou d'un sous-thème dans les autres films qui ont suivi. J'ai hâte de voir si ça va être le cas dans celui-ci, comme c'est le même scénariste que l'original. Ouais. Est-ce que c'est possible? Oui, je le crois. Je le crois. Puis, on va se dire dans le trailer, qu'est-ce que j'ai trouvé super intéressant? Parce que j'ai pas vu les autres films, ça, je peux pas les juger, là, les Worlds. Là. Mais il y a une cinématographie dans celui-là. Tu le vois tout de suite dans le trailer. Il y a une attention à l'éclairage que tu vois pas souvent dans d'autres trailers ou qu'on voit pas souvent même dans les gros films maintenant. On prend pas trop de risques, mais là, il y a le film a l'air très sombre. Il a l'air très, très sombre, ce qui est, pour un gros film à gros budget, est un risque. Habituellement, les producteurs n'aiment pas ça. Les réalisateurs puis les directeurs photo adorent ça, mais tu as toujours le problème du producteur qui a bien peur que le film soit trop sombre. Puis que les gens le voient pas. Quand tu dis sombre, tu parles au niveau de l'image ou au niveau de la thématique? Au niveau de l'image. OK. Puis au niveau de l'image, là, que ils veulent tout que ça soit tout un peu plus éclairé puis tout ça. Parce qu'ils ont peur, c'est moins les artistes. Mais là, tu le vois, en tout cas, du moins du trailer, je trouve le film, pour un film à ce genre de budget-là, il est vraiment sombre. Puis il utilise beaucoup le contraste du noir et du rouge. Puis un rouge très intense. Il est un peu terreux, ça se peut-tu, là, de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens. Oui, c'est ça. Il est pas, il est pas un rouge pétant, il est un rouge, sang, un peu intense. Puis je trouve que ça donne un visuel. En tout cas, qui réalise, j'ai même pas. J'ai même pas checké. Je vais regarder. Mais je trouve qu'il y a déjà dans le trailer une facture visuelle super intéressante. Tu devrais te taper les autres, même si c'est pas particulièrement bon. Là. Je vais le faire, c'est sûr. J'aime ça, Jurassic Park, c'est ça que je vais le faire. Ah, c'est Gareth Edwards, Colin, c'est pour ça que ouais, ben c'est... Voilà, ben oui, ça s'explique. Et puis il y a vraiment... En tout cas, le visuel, moi, je trouve que c'est malade. Qu'est-ce qu'il a développé avec son directeur photo, là? C'est super. Du moins pour le trailer. On verra pour le film au complet. Film, ouais, c'est ça. Puis on verra jusqu'à quel point ils l'ont laissé faire un film sombre puis en contraste puis tout ça, mais je trouve le trailer, il est vraiment beau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un trailer qui je trouve ça beau déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu avais pas juste qui me tentait, mais que je trouvais beau. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans ta liste? Il y en a plusieurs. Disons, gardons Thunderbolts pour la fin. OK. Il y a eu une annonce. C'est pas un tu sais, je voudrais dire que c'est un teaser, c'est pas un teaser, c'est pas un trailer. Ils vont faire une version vraie de Lilo and Stitch. Lilo and Stitch, c'est un film de Disney. Non, je sais c'est quoi, mais je veux dire, j'ai pas d'enfant, fait que j'ai... C'est ça, c'est un extraterrestre d'un autre planète qui tombe sur Terre, qui a l'air d'un genre de mix entre un koala puis d'un singe, peut-être. Puis... Qui devient ami avec une fille qui vit à Hawaï. Bon, mais pendant le Super Bowl, Stitch était sur le terrain pendant une pub, puis il courait, puis le monde essaie de l'attraper pour le sortir du terrain. Donc, c'était préenregistré, là. C'était pas... Il n'y avait pas de vrai de Stitch qui était sur Non. Puis là, tu avais les commentateurs qui ne savaient pas c'était quoi, puis ils disaient « Oh, est-ce qu'il y a un koala qui court sur le terrain? » C'est un teaser, ça. Oui, mais c'est un teaser, mais tu sais, ça ne se retrouvera pas dans le film. Non. Ça fait que c'est même pas vraiment un teaser, c'est comme une pub. Puis là, finalement, il réussit à pas l'attraper. Il vole le genre de carte qu'il utilise pour amener les blessés en arrière. Puis il fonce dans un poteau, il prend un micro, il crie dans sa langue extraterrestre et ça donne la date du film. C'est que... Je vais peut-être aller le voir avec mes enfants, tout ça, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le teaser trailer que c'était. On parlait de
utiliser le look pour faire quelque chose d'assumer le look original. Ils vont sortir un film de How to Train Your Dragon. Oui, j'ai vu les premiers jadis. Puis ils ont montré un trailer hier, un nouveau, pas un trailer, un teaser. C'est un teaser qui tease le trailer qui vont sortir mercredi. Ouais, ils font ça même quand ils sortent un trailer. Il y a un petit tease avant de montrer le trailer. C'est ça. Donc, pendant le Super Bowl, ils ont montré le teaser, puis mercredi, il va y avoir le trailer. Et c'est encore là, c'est la chose que j'ai trippé. Ils assument 100% l'origine du dessin animé. Le dragon a l'air du dragon dans le dessin animé. Le linge des Vikings, ils ont l'air habillés comme... J'aime ça. Je trouve ça cool de... Ça soit collé sur le truc d'origine. Ouais, puis... Quelque part, c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire autre que je vais aller le voir avec mes enfants, mais que le trailer était beau. Puis c'est pas cheap, puis je pense qu'ils vont mettre le paquet. Je suis curieux de savoir si Baruchel, Monsieur Baruchel... Jay Baruchel? Jay Baruchel, le Canadien qui donnait la voix au personnage original dans le dessin animé, va avoir peut-être un rôle quelque part. Peut-être un petit caméo, un petit aperçu, un petit passage, un clin d'œil. J'y souhaite. Et allons pour un dernier. Hein? Oui, parce que celui qui m'intéresse le plus, c'est celui que j'ai vu, moi, dans toute cette gang-là, que j'ai vu après le Super Bowl, ou plutôt en parallèle du Super Bowl. Le Thunderbolts. Ouais, moi, j'ai encore un autre film de Marvel pour lequel j'avais zéro vraiment attente. J'étais curieux de voir de ce que ça a l'air. Puis pour vrai, je suis intrigué. Oui, ben c'est le Suicide Squad de Marvel. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Puis non seulement ça va être le Suicide Squad de Marvel, mais ça va être aussi le Superman de Marvel parce qu'il va y avoir Sentry dedans. Oui, d'ailleurs, on voit The Void dans la bande-annonce. Oui, qui fait disparaître le monde en ombre. Oui, exactement. Ça, c'est le côté sombre du Sentry, qui est un personnage hyper puissant dans l'univers de Marvel, qui est comme un Superman, mais qui a des enjeux de santé mentale, qui est agoraphobe, qui fait des hallucinations. Qui a des problèmes de consommation, qui tombe en essayant de voler un laboratoire. Ouais. Il tombe sur le super sérum, il le prend. Puis là, il y a une entité qui vient d'un autre univers. Qui n'est pas un autre univers, c'est comme lui qui le crée, en fait. C'est comme ça. OK, parce que la façon dont je l'avais lu, parce qu'il a été bien important pendant Civil War puis World War A. Oui, parce que tout le monde voulait l'avoir de son côté. Oui. Je l'avais lu vraiment qu'il venait d'un autre, comme d'un univers parallèle qu'on ne comprend pas vraiment. Écoute, si l'origine a été retravaillée, ça se peut. Okay. Mais moi, quand j'ai lu The Void à l'époque, ce qu'on finissait par apprendre, c'est que c'est lui qui le créait. C'est lui qui le manifestait, en fait. Okay. Il n'y avait pas vraiment de contrôle sur cette aspect-là de lui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le contrôle, mais c'était comme une entité qui vivait en lui, qui n'est pas lui, mais qui est lui. Qui est comme son côté sombre. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, dans les trailers, à part les effets qu'on voit, la noirceur, lui comme tel, on le voit 2 fois très rapidement. Et de dos. Cape, de dos. Oui. Puis il faut le savoir c'est qui pour vraiment la conclusion que c'est The Void, là. Puis c'est clairement... C'est Stephen Young qui était supposé jouer à l'origine le personnage de Bob. Ah oui? L'alter ego de The Sentry, qui est aussi l'autre facette de The Void. C'est un autre acteur finalement qui a décidé de l'incarner. C'est le gars qui a joué récemment dans Salem Lot. Ah oui? Le remake. C'est un bon acteur. C'est un très bon acteur. Écoute, why not? Moi, j'aime ça, les teams de Misfits. C'est sûr que dans l'origine des comic books, c'était une équipe de super vilains. Là, on a surtout des genres de reject de Marvel. Why not? Je me pose une question. À la fin du trailer, un des personnages dit « We are the Thunderbolts ». Puis là, non, on peut pas s'appeler ça. Puis là, « Thank you ». Tu sais, comme non, on peut pas s'appeler ça. Ouais, puis il y a une étoile à chaque fois à côté du titre. C'est ça. Puis ça fait vraiment Thunderbolt. Ping! Puis ça fait qu'ils veulent vraiment qu'on s'en rende compte parce qu'il y a le ping pour qu'on voit l'étoile. C'est parce qu'ils vont changer de nom. Ils vont probablement changer de nom. Certains pensent que c'est les prochains Avengers. Ouais, The New Avengers. The New Avengers ou peut-être The Dark Avengers. Oui, parce que ça commence avec le trailer qui dit « Les Avengers viendront pas ». Puis là, à la fin, on peut pas s'appeler Thunderbolt. Bing! C'est clairement les New Avengers. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ça se peut. Mais écoute, dans le trailer, on voit qu'ils vont à l'ancienne Avengers Tower. Oui. Donc, que si je me rappelle bien, c'est Tony Stark qui dit qu'il l'a vendu. Jadis, oui, elle a été vendue quand ils ont créé le Avengers Compound plus loin de la ville. Oui, c'est ça. Puis là, à qui l'a vendu? Je sais pas, mais...
Oh! Je sais pas. C'est le fun, ça. Je sais pas. Des mystères. Mais oui, ça a réussi. Oui, ça va être un peu jokey, mais je suis d'accord avec ça. Oui, go. Ça soit le fun. Tant que ça va pas overboard comme Thor Love and Thunder. Oui, parce que Love and Thunder, c'est parce qu'il n'y avait plus de cœur. L'autre avant Ragnarok, il y en avait un. C'est ça. Ouais. Là, c'était juste, on va faire copy-paste la formule qu'on a utilisée dans l'autre, mais il n'y aura pas de cœur. Je vais tellement mettre de jokes tout le temps. Là. Tout le temps. Là, il manquait de cœur, malheureusement. Ouais. Mais je pense que là, il va y avoir du cœur. Je pense que ça va être le fun. En regardant le trailer, c'est pour ça que j'écoute plus le trailer. Je suis pas mal sûr qu'il y a un des personnages qui meurt. Ben oui, c'est sûr. Mais je sais c'est lequel. Oui, moi aussi. Parce qu'elle disparaît, right? Ben là, j'ai donné son sexe, c'est pas fort de ma part, là. Non. Mais oui. C'est ça que j'ai haï de regarder les trailers. On connaît trop la recette maintenant. On l'a trop vu, puis quand tu vois l'assemblage, tu fais OK, il y a ça qui s'en vient. Puis là, ça, c'est clairement le combat de la fin. Puis là. Oui. Exact. Ouais. C'est pour ça que j'ai haï ça, regarder les trailers maintenant. On est trop bon. Puis tu vois, qu'est-ce que j'aime de ce qui s'en vient? T'as les Fantastic Four, t'as Thunderbolts, puis il y a aussi une bande-annonce cette semaine qui était celle du nouveau Captain America. Oui. Clairement, il y a un momentum vers quelque chose. Oui. Oui, on est en train un bout. Là, on bâtit réellement quelque chose. On a un plan. Là. Ils n'ont pas le choix, là, parce qu'il y en a 3 qui sortent là, cet été. Là. Ouais. Ou dans les prochains mois plutôt, parce que Captain America, c'est prochainement que ça sort. Donc, il y a un momentum vers quelque part. Après une certaine pause aussi. Il y en a eu moins. Je pense qu'il y en a eu un l'année passée, that's it. Ce qui est très peu. Si on considère qu'avant, il y en avait à la pelletée. Donc, j'ose espérer qu'ils sont en train de mettre les bases pour ce qui serait éventuellement les films qu'on sait qui s'en viennent avec Avengers Doomsday et compagnie. Donc, on va commencer à les voir, là, l'espèce de structure de mise en place, la base pour ce qui s'en vient. Ça, c'est un petit peu excitant. Oui, ça l'est beaucoup. Oui. Puis je trouve, Fantastic Four, je trouve, relance parfaitement. En tout cas, je suis vraiment excité pour un Fantastic Four. Puis Thunderbolt a réussi à... J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Ça a réussi. Il fallait comme gratter le petit besoin que j'ai d'un genre de Guardian of the Galaxy. C'est un film avec de l'âme et qui est humoristique en même temps. Encore une fois, basé sur une bande-annonce, donc on ne sait pas. Non, c'est ça. Ça semble être ça. Hey, on a-tu le droit d'être excité? Ben oui, on a le droit d'être excité. Mais on n'a plus rien. Non, c'est ça. Il faut bien être excité avant l'indexation. On n'aura plus le droit après. Oh, man. Peux-tu parler d'une affaire qui, moi, m'excite? Oui, vas-y. Go for it, parce que dans Fantastic Four, on ne l'a pas mentionné de nom, mais il est partout, puis c'est un acteur qui semble être quand même un chic type, ce qui est au toucher du bois, là. Ouais. Pedro Pascal. Oui. Qui est dans The Last of Us. Il a l'air vraiment d'une bonne personne. Oui, qui est dans The Mandalorian, qui est justement dans Fantastic Four. Il joue Reed Richards, Mr. Fantastic. Et Pedro Pascal, fun fact, pendant la pandémie, je me retapais les Buffy. Okay. Il a un petit rôle d'un épisode où elle va au collège. C'est un de ses rares amis qu'elle se fait au collège dans le premier épisode où elle finit à... Buffy Summers finit au collège. Et Pedro Pascal est un très très jeune Pedro Pascal qui devient un vampire et se fait tuer par elle. Donc, je te fais le lien avec la nouvelle qui est sortie la semaine passée. Je pense que c'est même peut-être toi qui l'as partagé sur le Discord des Mystérieux Étonnants, ou c'est peut-être notre membre Jules. C'est probablement Jules. C'est peut-être Jules. Jules est très au fait de ce genre de nouvelles-là. Puis je soupçonne qu'il sait que c'est ce genre d'affaires que je trippe. Fait qu'il les partage. Donc, plus de 2 décennies après la fin de la série, Deadline rapporte que Hulu, qui est une chaîne qui est aux États-Unis, mais qui n'est pas ici. C'est toi, hein? Oui, c'est moi qui l'ai mis. Qui n'est pas disponible ici, Hulu, mais le contenu d'Hulu se retrouve souvent sur notre Disney Plus à nous. A commandé un pilote. Un pilote, c'est quoi? C'est un premier épisode pour vendre un concept. Oui. Le premier épisode d'une nouvelle série de Buffy, The Vampire Slayer. Oui. Donc, c'est pas des farces. Qui mettrait en vedette Sarah Michelle Gellar. Donc, on parle pas d'un reboot. Non. Faites attention. C'est pas un reboot. C'est pas un reboot dans le sens propre du terme. Donc, on va pas rebooter l'univers à zéro. Ce serait une continuation de la série des années 90, fin des années 2000. Et c'est Sarah Michelle Gellar qui reprendrait le rôle titulaire de Buffy. Le pilote serait réalisé quand même par quelqu'un de gros. On parle de Zoé Zhao, qui a entre autres réalisé Nomadland et The Eternals, que moi j'ai moins aimé, mais je sais que c'est une réalisatrice de talent et qui est comme c'est dit dans l'article de Deadline, une self-profess Buffy nuts, ou genre Buffy enthusiast. Elle est fan de Buffy, ok? C'est ce que je veux dire. Donc, elle a... donc, les productrices déléguées ou exclusives... pardon, je me mélange dans mes mots. Là. Productif exclusif, ça serait Zoé Fallait par le dire, tabarnak. Chloé Zhao,
On aurait Geller, qui est aussi productrice de d'autres projets. T'sais, sa carrière, elle a moins fonctionné au cinéma, puis après Buffy, ça s'est comme un petit peu mouru. Non, mais elle a produit plusieurs choses. Exactement. Elle a fait des téléséries, elle a fait d'autres affaires, elle a un rôle dans le prequel de Dexter, là, qui est sorti récemment, ou qui va sortir, mais sa carrière en tant qu'actrice a vraiment comme changé de tempo. Donc, il y aurait elle, ces deux femmes-là, et Lily et Nora Zuckerman, qui ont entre autres produit Poker Face, qui est une série, c'est disponible sur Amazon Prime. Et on n'aurait pas la participation, bien sûr, du créateur original, ou plutôt le scénariste d'original du film de 92 et de la télésérie. On parle de Joss Whedon. Il est cancellé. Cancellé à Hollywood. Il n'a pas travaillé en plus depuis 2021, Joss Whedon. Et là, ce qui est intéressant, parce qu'il y a eu des rumeurs au fil des années que Buffy allait revenir, et pas sous forme de POG, mais bien sûr revenir en tant que nouvelle série télé. Là, Geller a confirmé le lendemain que la nouvelle est sortie sur Internet, qu'elle était impliquée dans le projet. Oui. Elle a dit qu'elle a rencontré Chloé Zhao, qu'ils ont discuté pendant longtemps. Qui ont pleuré, qui ont ri. Qui ont échangé beaucoup sur ce que serait cette nouvelle série-là. Et là, pour l'instant, ce qu'elle dit, c'est qu'on... C'est pas confirmé parce qu'il y a quand même un pilote. Puis après le pilote, il faut qu'il soit pris par le faut que quelqu'un l'achète. L'achète, exact. Avant, il appelle ça Pilot Week. Avant, c'était tout le temps en janvier. Maintenant, c'est un peu... Partout. Oui, c'est un peu tout le temps. Mais avant, c'était beaucoup en janvier. Puis... Pour vous dire comment que l'industrie change, dans les années passées, Pilot Week, là, c'était comme 5 000 à 6 000 pilotes. Là. Puis il y a beaucoup d'akteurs qui gagnaient leur vie. Juste à faire, faire des pilotes. Puis après, ils vont avoir un chèque qui rentre, puis c'est ça. Oui, puis le show s'en va pas nulle part, mais il a fait cet épisode-là qui sera pas vu, mais ça lui permet de travailler. Puis c'est beaucoup de revenus pour les écrivains puis les acteurs. Puis l'année passée, ça a passé de comme 5 000, 6 000 pilotes à comme 35, je pense. Wow! Ouais, ça change beaucoup. Wow, c'est incroyable, 35. Ouais, ça change beaucoup. Donc là, c'est ça. Selon Geller, ce qu'elle veut, c'est que ce soit bien fait, c'est pour se faire. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que il faut que la série soit prise. Il faut aussi que les productrices, elle en fait partie, s'entendent avec la direction. En termes de direction, je parle de direction artistique, direction narrative. Je pense pas que Geller, qui sait l'amour que les gens ont pour Buffy, va s'engager dans un reboot sans qu'il y ait quand même des conditions assez claires et assez solides. Donc c'est pas un oui. C'est pas un oui définitif, c'est un oui peut-être. Mais déjà, le fait que ce peut-être existe, c'est gros. Parce que Geller a refusé de refaire Buffy pendant des années. Elle disait non. Puis là, il y a une ouverture. Il y a plus qu'une ouverture. Il y a un pilote qui est en préparation. Ouais, c'est hot, ça. Et là, le studio est tellement confiant dans le pilote qu'il semblerait qu'ils ont commencé à créer ce qu'on appelle un writer's room, donc une équipe d'écrivains. Déjà. Donc ça ils ont confiance dans le projet. C'est ça veut dire qu'il y a une bible qui s'en vient, ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Habituellement, quand les producteurs mettent de l'argent comme ça, c'est it's going to be a thing. Ben, c'est parce que même si tu as une mini-série de genre 7-8 épisodes par saison pour une nouvelle mouture de Buffy, ce qui, d'après moi, va être le cas, il n'y aura pas 30 épisodes, 20 épisodes pour une saison de Buffy. Là. On n'est plus dans les années 90, début 2000. Ça risque de cartonner. Il y a un gros fanbase de Buffy, un fanbase qui a probablement augmenté avec les années, maintenant que la série est disponible sur Disney+, puis sur d'autres plateformes. Il y a du monde qui l'ont découvert, qui n'était pas vivant ou trop jeune dans les années 90. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel de réussite. C'est une brand qui est connue. Les producteurs aiment ça, les brands connus. C'est pour ça qu'ils en font. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la publicité qui est déjà faite. Oui, c'est ça. Il y a une raison pourquoi on fait des affaires qu'on connaît. Tu sais, on le voit dans le jeu vidéo, on le voit en télésérie, on le voit en film. La nostalgie, ça paye. Aussi. Ça paye, c'est parce que tu as déjà... C'est ça, comme tu as déjà un fanbase que tu sais qu'ils vont venir le voir à la base. Puis tu vas aller chercher du monde de plus. Fait que non, c'est très payant. Là, ce que l'article spécifiait, c'est qu'il n'y a aucun autre membre de la distribution qui a été confirmé pour l'instant. Ce qu'on appelait la Scooby Gang dans Buffy, donc Willow et compagnie. Mais l'article spécifiait qu'il ne serait pas surpris qu'on en entende parler, là, qu'il y a quelques membres qui sont de retour. Il y a celui qui jouait, par exemple, Xander, qui a vraiment parti sur le Sheer dans les dernières années. Je ne savais pas. J'étais pour dire, tu sais, le gars qui joue Xander, il n'a pas fait beaucoup de choses. Non, il est non. Puis il y a eu des frasques assez publiques. Il a été même à Dr. Phil à un moment donné. Parce qu'il avait demandé l'aide en ligne, mais il est allé là, puis là, Dr. Phil l'a un peu confronté, puis il a juste comme walk out, il est parti du plateau. Oh, ouais. Ouais. Donc, je sais pas si... Il y a un frère jumeau, peut-être que l'acteur pourrait jouer.
Puis, tu sais, il y a toujours... Tu sais, le gars qui a joué Xander, tu joues dans une télésérie qui dure pendant tant d'années. Combien de saisons qu'il y a de Il y a 7 saisons. 7 saisons. Tu sais, tu joues dans quelque chose qui a 7 saisons, que c'est... Ah, puis il joue aussi dans Angel. Non, je pense pas qu'il est dans Angel, mais il y a 4 saisons de Angel au total. Tu sais, il a joué pendant 7 saisons. 5 saisons, excuse-moi. 7 saisons, tu sais, sur Buffy. Puis t'as un succès, puis t'as un très bon salaire. Puis, tu sais, à chaque année, ton salaire augmente, puis tout ça. Puis tu penses, quand Buffy va arrêter... J'ai un nom, ça fait que ça va continuer. Puis, pas forcément. Puis là, ben, c'est ça que je veux dire. La chute doit être brutale. De tout perdre après, puis là, t'essayes, tu sais, t'as eu un succès, puis là, t'essayes de te relancer, puis t'es pas capable de te relancer. Tu sais, c'est facile de tomber comme dans la dépression, tout ça. Oui, si t'as des tendances dépressives, c'est des choses qui sont pas réglées. Je lisais un livre là, la semaine passée en plus, puis c'est un cliché, mais je peux vous le dire que c'est vrai, là. Il y a du part des gens qui peuvent être excessivement célèbres ou qui ont du succès riche dans la vie. Tes pépins, là, tes bébites, là, tes démons, là, t'es reine avec toi. Il y a des chances que ce succès-là fait qu'ils grossissent puis qu'ils prennent plus de place puis qu'ils envahissent. L'alcoolisme, pour moi, de plus en plus, de la façon que je le comprends, c'est vraiment une réaction à des choses que tu n'as pas réglées. Genre. C'est comme ça que je le comprends. Il y a aussi le côté biologique, une certaine dépendance à la substance. Mais c'est clair que tu t'échappes à toi-même quand tu bois. Pour qu'importe la raison. Oui, tu t'auto-médicamentes. Exactement. Pour plusieurs personnes, c'est ça. Et puis il y a le côté addictif qui entend. Tu sais, il y a le médecin Gabor Maté, qui est un médecin canadien, qui disait l'addiction est la chose la plus humaine qui soit. Puis j'étais comme, c'est bien dit. C'est vrai. Fait que je sais pas si lui va de retour, je sais pas c'est quoi sa condition actuelle, mais ça vraiment. Est-ce qu'ils vont tuer le personnage entre les saisons? Est-ce qu'il va être tout simplement pas de retour? Est-ce que ça va être une distribution qui est plus petite? Tout ça, là, on le sait pas. Non, on sait même pas c'est quoi l'idée en arrière, c'est quoi la direction qu'elle aimerait aller. Mais l'idée doit être assez intéressante pour qu'elle ait eu envie de revenir. Oui. Ça, c'est ça, moi, qui m'intrigue. Si éventuellement ça se fait pas, ça se produit pas, au-delà du pilote, je veux savoir sacrément c'était quoi le fucking pitch. T'sais. Mais j'espère, c'est ça qui est triste avec les pilotes, souvent ils sortent pas. Des fois, il y en a qui leak. Mais des fois, il y en a qui leak. J'espère qu'ils leak. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais qu'il leak? Le film de Coyote de fucking Warner Brothers. T'as directement dans ma pensée. C'est exactement ça. Je veux tellement voir ce film-là, ça fait tellement chier. Oh my God. Tu as été détruit, tu penses? Ouais, probablement. Probablement. Ils l'ont scrappé pour 35 millions d'assurance du côté Warner Brothers Discovery. Mais c'est sûr qu'ils ont perdu de l'argent. Le film, c'est sûr qu'il a coûté plus cher que oui, ça. C'est sûr. C'est sûr. Puis l'idée est tellement bonne, c'est que le coyote actionne genre Acme, puis... Ouais, parce que ça fonctionne jamais. Ouais, exact. L'idée est brillante. L'idée est super bonne. Puis les humains, Will Forte est un des personnages principaux. Je pense que c'est l'avocat du coyote. Puis j'adore Will Forte. Oui, aussi, j'aime beaucoup. Il est vraiment drôle. Là. Ouais. Je trouve... des décisions comptables. Oui. Des fois, il y a des faux leaks que moi, je soupçonne que la fausse bande-annonce ou la séquence de Deadpool qui a donné finalement le coup d'envoi à la production des films a été leaké par exprès. D'autres, c'est probablement juste comme... C'est sûr que quelqu'un, quelque part, il y a un hard disk. Tu fais une copie de cette affaire-là. Come on! Tu laisses pas ça traîner, man. Non, il y a du monde qui a travaillé fort. Ouais. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a eu des saisons de Buffy qui ont suivi la série télé, qui jadis était canon, c'était des comic books. Oui. Il y a des saisons de 7 à 12 qui existent en comic book, donc saison 7, 8, 9, 10, 12, voilà. Le dernier, c'était le 12e qui était disponible chez sur Dark Horse Comics. Je pense qu'ils sont maintenant out of print, la raison étant que la franchise a été... faites le saut du côté de Boom Studios, qui ont, eux, rebooté l'univers au grand complet. Donc, il y a une nouvelle interprétation de l'univers de Buffy qui se passe à notre époque, qui existe en comic book, et que son following, je regardais le nombre de trades qui est sorti, puis les séries dérivées, et il y a une il y en a vraiment beaucoup. Là. Je sais que du côté de Dark Horse, là, qui ont continué à le faire, j'ai comme 7 ou 9 de trades. Il y en a plus que ça. Il y en a énormément. Ça veut dire que je ne pourrais jamais la finir. En fait, je t'ai montré ça, j'en ai ici. Puis je les ai peut-être pognés en numérique. Okay. Mais il y a aussi les spin-offs, parce que Angel a eu aussi une saison 6 en comic book. Il y a eu des spin-offs. Spike a eu une mini-série. Giles a eu une mini-série. Il y a eu un univers là, étendu pour Buffy en comics qui était considéré canon important.
D'ailleurs, je suis curieux de voir si éventuellement le trailer, pas le trailer, pardon, mais le pilote sort, s'il y a des relents de cette série-là qui vont... Je pense pas qu'ils vont le considérer pour faire une nouvelle série, mais ça reste à voir. Je suis bien curieux. Les comics sont bons, pour vrai. Si vous cherchez à avoir une série de Buffy, mais qu'elle n'existe pas parce que bon, il arrêtait après la 7, la série de comic book est vraiment bonne. Sais-tu qu'est-ce que... Hey, c'est weird, là. Oh non, parlons pas de ça. Oh non, ben, j'ai vu un pilote qui a été... qui ont fait un épisode. En réalité, ils ont réalisé 4 épisodes. Puis c'est en Angleterre, à la BBC. Puis ça l'a leaké. Je sais pas si ça l'a leaké ou il y a quelqu'un qui l'avait enregistré sur VHS. Puis maintenant, il est sur YouTube, l'épisode qui est sorti. Puis c'est à propos de Hitler. Oui. Attention, tu vas, là. Non, mais c'est pas moi qui ai écrit le show. Peut-être que t'as l'autisme, tu vas faire un bout. Non, oui, non, c'est... Mais c'est un show il y a quelqu'un quelque part qui pensait que c'était une bonne idée. Puis c'est comme Hitler qui vit dans un bungalow, puis que ses voisins sont des Juifs, puis il les trouve bien fatigants, puis il essaie de s'en débarrasser. Ah, mon Dieu! Puis c'était une comédie, c'était pour rire, genre des sitcoms à la Three's Company, puis tout ça, mais version avec le Führer. Wow. Apparemment, le show a été cancellé après la 2e annonce, parce qu'il recevait trop de plaintes. Ben oui, c'est clair. Il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit, c'est une bonne idée, il y a ça. un film qui est sorti qui est basé sur un livre qui s'appelle Look Who's There ou Look Who's Back. Puis il n'y a pas d'explication, puis c'est Hitler qui revient à notre époque. OK. Puis finalement, il recommence à zéro. Puis ça va dans le sens qu'il veut que ça aille. Oh my God. Ouais. Hey, l'épisode, là, j'ai essayé de la retrouver, là, puis je la mettrai sur le Discord, là. L'épisode. Tu peux partager l'épisode? Oui. C'est une pièce d'anthologie. J'ai découvert récemment qu'il y avait une série. C'était... J'ai oublié le nom, là, mais ça se passe à la Maison-Blanche durant l'époque Bush. Puis c'est les créateurs de South Park. Puis c'est tous les codes d'un sitcom, mais avec les gens qui étaient de l'administration Bush à l'époque. Puis ça se veut pas une parodie des Bush comme tel, ça se veut juste une parodie des sitcoms. Man, j'ai vu un extrait de ça dernièrement, puis je serais curieux d'écouter un épisode. Moi aussi, je serais curieux. Parce que c'est sûrement en ligne, c'est sûrement sur YouTube. Ouais, puis tu sais, Trey puis Matt, comme, parce que je les connais comme ça, je peux les nommer. Tu peux les nommer comme ça. Quand même, ils manquent pas souvent avec leur satire. Non, ils sont pas mal dessus. Ouais, c'est que je serais curieux. Je pense que c'est ce qui les a protégés pendant longtemps aussi. Là. Ouais. Ils ont tiré sur tout le monde. Là. Oh oui. Il n'y a pas personne qui ont épargné. Là. Non, donc, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, c'est ce que j'avais pour Buffy. Buffy, man, qui va peut-être revenir à notre époque. Moi, je capote. Je suis un gros fan de cette série-là. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu l'annonce à la TV. Puis j'étais, ça s'en vient, ça, sur YTV. Puis j'ai juste, comme j'étais scotché à mon écran, j'ai capoté. J'ai pas aimé ça, puis j'ai été fan depuis toute cette période-là. Tout disponible sur Disney+. Donc c'est sur Hulu aux États-Unis si finalement la série est prise, mais ça va être sûrement disponible sur Disney ici au Canada. Oui, on va l'avoir sur Stars. Ouais, qui est le vent de Hulu. Qui vient avec Disney. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Combien de temps qu'il nous reste encore? Là? Tu peux y aller rapidement. Là. On nous reste peut-être quelques minutes encore. OK, j'ai mes nouvelles, les rumeurs de jeux vidéo de la semaine. Okay. Donc, tout d'abord, tu sais, la dernière fois, il y a 2 semaines, j'avais parlé que Kratos s'en irait, le God of War s'en irait en Égypte. C'était-tu confirmé ou c'était une rumeur? C'était une rumeur. Okay. Eh bien, Tom Henderson, qui est quand même un bon leaker, quelqu'un qui a vraiment des bons contacts, lui a entendu dire qu'il y aurait aussi une version d'un jeu. Il dit pas que celui en Égypte est vrai ou pas vrai, il n'en a pas parlé, mais il parle d'un jeune Kratos qui reviendrait en Grèce, mais il Kratos Junior, mais il ne sait pas si c'est un remaster, un prequel ou un reboot. On ne le sait pas, mais c'est dans l'air, il l'a entendu là, à travers les studios. Donc, habituellement, quand Tom Henderson ne se trompe pas trop souvent dans ce genre de rumeurs-là. J'ai appris à travers les rumeurs que Warner Brothers Game Montréal était en train de développer un jeu de Flash, mais le jeu a été abandonné. Ah non. C'est l'industrie du jeu vidéo à Montréal à cause des coupures, j'ai l'impression que ça va mal. Il y a ça, plus le film a été un flop. Ça fait que Warner Brothers
ont eu peur. C'était pas très bon. Puis ils ont tiré la plug sur le jeu. Ils ont essayé de pitcher pour un film de Constantine, mais Warner Brothers... Un jeu de Constantine. Oui, un jeu de Constantine. Ça aurait été cool, ça. Ça aurait été malade. Nice. Mais Warner Brothers a dit à Warner Brothers Montréal, non! On le fait pas. Ça aurait été bon comme idée, ça. Ça aurait été malade. Sure. Fuck, ouais. Parlant de Warner Brothers, ça va pas très bien dans leur division jeux vidéo. Le jeu de Wonder Woman serait dans une situation difficile. Le jeu a déjà dépensé plus de 100 millions de dollars. Quelques sous. Et il serait encore à plusieurs années de sortir. Il serait pas très bien développé. Ça fait qu'il y a des rumeurs que ça se peut qu'il soit lui aussi abandonné. Tirer la plug. Dans les sous-divisions de Warner Brothers, il y a Rocksteady, qui ont fait les excellents Batman Arkham. Il appartient-tu à Warner Brothers? C'est pas sûr, moi, qu'il appartient à Warner Brothers. Rocksteady? Ouais? La compagnie? Oui. Ouais? Ah oui, OK. Je te fais confiance. Oui. C'est ça. Donc, ils ont fait Suicide Squad. Ouais, qui n'a pas fonctionné. Hein? Pas fonctionné pantoute. Ça fait que, selon les rumeurs, il reviendrait à Batman en jeu single player. Sure. Et on retournerait à Arkham. Donc, on retourne à Arkham. Oui. Ça serait dans la série des Arkham ou on retourne Non, ça serait dans la série des Arkham. Okay. Mais on reviendrait au single player au lieu que Suicide Squad soit un genre de hybride multijoueur single player. Écoute, j'ai tellement vu de commentaires négatifs. Je l'ai pas joué. Que j'étais pas attiré. Puis c'est sorti, puis j'ai oublié que ça ouais. Il y avait une rumeur il y a plusieurs années, puis ça a été démenti malheureusement, là, mais qu'ils voulaient faire aussi un film des Turtles, un jeu de Turtles, pardon. Puis c'était Rocksteady qui allait s'en charger. Puis j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée. J'imaginais New York par l'équipe qui a travaillé sur Arkham. Puis, finalement, il y a un jeu des Turtles qui s'en vient, là, qui va être The Last Ronin, développé pas par Rocksteady. Mais il aurait été parfait pour ça. Ouais. Parce que pour moi, les meilleurs jeux de super-héros jamais faits, c'est les Arkham. C'est l'Arkham. Ouais. C'est incroyable. C'est tellement bon. L'histoire est malade. Est-ce que ça se tient encore du gameplay encore aujourd'hui? Oui. Moi, je trouve que c'est encore tight. Okay. Ouais, ça marche encore très, 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 très bien. T'as pas besoin d'update quality of life. J'attends un rabais sur le Xbox pour pouvoir m'épogner. Je sais que Arkham... il y en a un qui est sur Game Pass. Il y en a un qui est sur Game Pass, oui, je sais, mais les deux premiers ne le sont pas. Ah! C'est ça, j'attends de voir s'il y en aurait un qui pourrait... Mais les deux sont... qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils vont rouler en 60 frames secondes. OK. Puis ils sont comme les graphiques augmentés et tout ça. Là. C'est que c'est la meilleure version grâce au Xbox qui pour la rétro-compatibilité, je pense que Xbox c'est pas mal numéro 1. Tout le temps, les deux jeux que j'ai achetés Transformers qui ne fonctionnent pas. C'est ça, à chaque fois exactement. Grosse rumeur aussi que Gears of War, Microsoft Flight Simulator et Halo s'en viendraient au PlayStation 5. Ce qui est très intéressant. Puis moi, je suis pas mal contre les exclusifs. On n'est pas en train de torturer un enfant en passant, c'est encore le kid à côté. Oui, c'est quand même quelque chose. Oui, hein? c'est ça, c'est tout le temps ça. Ah, OK. Ouf. Ouais. C'est... Je sais pas si le monde l'entend, mais c'est... Non, eux, ils nous entendent, par exemple, parce qu'on parle de façon régulière. Eux, ils crient habituellement. OK, mais, non, je parlais... Je sais pas si ça s'entend dans le podcast. J'ai peur que oui, en fait. C'est pour ça que je l'ai adressé, parce que je le dis, des fois, il faut pas en parler, mais des fois, j'ai peur que le monde y pense qu'on torture un enfant en background. Fait que là, je vais juste le dire, c'est les voisins. Comme ça, personne ne se doute qu'on torture un enfant. Ben, en fait, c'est une bonne alibi. Merci, Yohan. Mais je suis vraiment pour ça, ce genre de stratégie-là. Moi, je suis pas mal contre les exclusifs. Ouais. Toutes les compagnies sont en train de s'en aller. Puis des exclusifs. Puis il y a plusieurs raisons à ça. L'Union européenne pousse vraiment très fort en cours pour fermer les walled gardens ou les écosystèmes fermés. Sure. Pour pouvoir que les magasins... Que tu sois pas obligé d'utiliser... Oups, excusez le micro. D'utiliser... Je parle avec les mains. Hein? Oui, c'est correct. Que tu sois pas obligé d'utiliser le magasin qui vient avec la pièce de hardware que tu as. Que sur ton Xbox, tu peux avoir ton compte Steam. Que sur ton PlayStation, tu peux avoir un compte Steam. Ou que sur ton téléphone Android, tu peux avoir le Apple Store et vice-versa. Ouais. Bon, les compagnies ne veulent pas ça. Ils se battent beaucoup contre ça parce qu'ils veulent tout le profit à eux-mêmes. Ouais, puis je te dirais que certaines fois, il y a des bons arguments aussi pour ça. Je prends le côté d'Apple. Si tu compares le Apple Store versus le Google Store, il y a plein de cochonneries sur le Google Store. Il y a des fausses applications. Tandis que ce qui est sur le Apple Store est habituellement certifié. Je ne dis pas que tout est bon, mais... Je comprends ça, mais c'est que ça l'empêche
La compétition. La compétition. C'est qu'il faut que ça change. Je pense que dans le futur, qu'est-ce qui va être plus important, ça ne sera pas les exclusifs, mais la qualité de la propriété intellectuelle que tu possèdes. Puis je pense que qu'est-ce que Microsoft est en train de faire, c'est d'essayer d'habituer les fans de d'autres plateformes, parce qu'ils vont sortir sur le Switch 2. Puis mais eux autres sont ouverts. C'est pas eux, c'est pas Xbox, c'est pas Microsoft qui est contre l'idée. C'est beaucoup plus Sony qui est beaucoup plus conservateur là-dessus. Là. Puis je sais pas si c'est tant ça. Je pense que Sony a le goût de faire ça, mais les fans de Sony ont tellement réagi fort quand Sony a mis les jeux sur PC. Je sais pas, vous perdez rien. Non, c'est vous perdez rien. C'est pas parce que tout à coup God of War ou The Last of Us est rendu sur PC. Il n'y a rien, ça change rien. Que toi, tu peux pas le jouer. Tu peux le jouer quand même. Tu sais, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, là, c'est quand le film de 2016-2017 des Ghostbusters de Paul Feig est sorti, puis que mon ancien film que j'aimais beaucoup a disparu. J'ai vraiment détesté ça. Tu perds rien. Je perds rien. Il n'y a rien de ce move-là qui change. Ça fait que si tu as un PlayStation 5 puis tu joues à ton jeu, puis que la même journée, Last of Us sort sur PC puis il y a quelqu'un qui joue, t'as rien perdu. Non. T'as rien perdu. C'est comme la guerre de clôture qui sert à rien, là. Mais ils ont vraiment réagi fort. Ça fait que Sony, ça a commencé, ils ont mis les jeux, puis c'est comme, oh, mais attends, là, c'était, tu sais, ce jeu-là, ça fait 2 ans qu'il est sorti, c'est pour ça qu'on l'a mis. Il y a un fan puis qui là, m'explique, finalement, ils se sont calmés. Ouais. Puis là, ils ont sorti un jeu 6 mois après, dernièrement. 6 mois après, Puis là, c'était comme, oh non, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis là, non, on fera pas ça avec tous les jeux. Tu sais, ils sont tout le temps en train d'apaiser ces fans-là qui paniquent pour rien. Il y a un fan auditeur des Mystérieux Étonnants qui me dit en fin de semaine qu'il joue Spider-Man 2 sur PC. Ben oui. C'est la seule façon qu'il il jouait comme ça. Il doit pas avoir un PlayStation, il y a un PC, puis là, il l'a acheté. Puis Sony, il est content de ça. Oui. Il s'en fout que tu l'achètes sur PlayStation 5 ou sur PC. Chris à jouer à ce jeu-là. Ben oui, ils veulent juste te vendre le jeu. Ils font bien plus d'argent sur le jeu. Ils font pas d'argent sur ces consoles. De toute façon, ils n'ont pas le choix de vendre ce jeu-là de façon ouverte parce que tabarnak, il a même pas remporté, il a même pas quoi rembourser non, il n'a pas rentré dans son budget. C'est débile. C'est fou, là. Parce que fallait qu'il... c'est fou comment il pourrait le sortir sur Xbox éventuellement. Je pense que Sony voudrait le faire parce qu'ils veulent faire de l'argent. Leur but, c'est juste de faire de l'argent. Ben oui, c'est ça une entreprise. La raison pourquoi qu'ils le font pas, c'est leurs fans. C'est la panique de leurs fans. Je pense vraiment que c'est leurs fans. Il y a une part de ça. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le tour d'ivoire qui se dit « Je veux pas faire ça parce que Bobby32 sur Twitter est en train de chier sur PlayStation. » Mais tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a déjà des fans de Sony qui disent « Ah, mais pourquoi j'achèterais un Xbox? Ça donne à rien. Les jeux viennent sur PlayStation. » Puis c'est comme « Fine. Microsoft s'en fout. » Parce qu'ils te le vendent. Et oui, ils font pas d'argent avec la console. Oui, ils te le vendent pareil le jeu. Puis deuxièmement, tu as le choix. Soit que tu achètes Halo pour 80$ sur PlayStation, ou tu l'as avec ton abonnement Game Pass, puis tu payes pas 80$, tu sais. C'est que Microsoft veut plus d'abonnements de ce côté-là, puis ils vendent des jeux sur les autres consoles. En tout cas, je trouve que Sony, éventuellement, ils n'auront pas le choix. Parce que si vraiment... Fais une prédiction. T'es bon pour les prédictions de Sony. Éventuellement, dans quelques années, réellement... Non. Combien d'années? Ah ouais, c'est vrai que je me trompe rarement. Hein. Ouais. Okay. Je vais être conservateur, puis je vais dire d'ici 4 ans. J'avais 4 ans en tête aussi. Les close garden, excellent band des les walled, les walled garden, les écosystèmes fermés vont être interdits dans beaucoup de pays. Puis vous allez avoir Game Pass sur votre PlayStation, puis vous allez avoir PlayStation Plus sur votre Xbox, puis vous allez avoir un compte Steam, puis un compte Epic sur vos consoles. On va tout appartenir à Disney de toute façon. C'est ça. Mais c'est que... Tu sais, quand j'achète un lecteur Blu-ray, là, je suis pas comme « Ah, man, j'ai acheté mon lecteur Blu-ray, je peux juste écouter les films de Disney, puis de Sony, puis de Warner Brothers, mais je peux pas écouter ceux de Lionsgate parce qu'il me faut l'autre Blu-ray. Ouais. » Ça marche pas. Non, ils veulent vendre des jeux. Ça fait que Sony vont accélérer. Ils vont commencer par accélérer leurs jeux sur PC, puis éventuellement, ça va être partout. Moi, j'aimerais ça qu'éventuellement, ils soient disponibles sur Mac. Moi, je suis un power user de Mac. Fait que j'ai pas accès à ces jeux-là, malheureusement. Tu peux double boot certains des Mac, mais c'est tout le temps... Ouais, c'est ça. C'est trop. Ouais, c'est ça. C'est pas un gosseur sur mon machine. Mais éventuellement, avec ce que Valve fait avec Proton, puis Linux, tu sais, ça va être gratuit, puis tu vas probablement pouvoir t'installer une version de Proton, puis ça va être simple. C'est quoi, ça va émuler? Oui, ça émule le Windows.
C'est comme ça que la Steam Deck fonctionne. Okay. T'as pas Windows, mais ça joue plein de jeux PC qui sont faits pour Windows, mais Proton émule Windows pour les jeux. C'est vraiment ciblé pour les jeux. Ça fait que je serais pas surpris que ça s'en vient at large du côté de Valve. De toute façon, moi, là, pour la prochaine console, ce que je veux là, pour la prochaine Xbox, puis la prochaine PlayStation, là, il est trop tôt. Malheureusement, la Switch 2 va sortir cette année, c'est qu'ils ne pourront pas le faire. Mais puis de toute façon, c'est pas le marché de Nintendo. Là. Je veux avoir Steam. Je veux avoir Steam sur ma console. C'est ça que je veux. Je veux mon compte Steam sur ma console. Tu vas pouvoir finalement justifier tous les jeux que tu as achetés en rabais durant les Steam Sales, que tu n'as jamais joué il y a 7 ans de ça. Hey, c'était juste 5$! Tout le monde a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Je l'ai connecté récemment d'ailleurs parce que j'étais déjà sur Mac à l'époque, puis j'ai reconnecté comme mon Steam, puis voici toutes les versions de jeux que j'ai achetées que je peux même plus faire rouler sur ma machine parce qu'ils sont plus compatibles. Ou ils disent il est peut-être pas compatible. Il faudrait que je m'essaye, là, mais c'est un risque. Là. Oh my God. Moi, je vais y aller rapidement avec une petite nouvelle que je voulais vraiment parler cette semaine, Johan, dont une qui est sortie de Hasbro Entertainment, qui s'apprête à développer un univers consensuel, donc qui regroupe les films et des téléséries pour un univers basé sur Magic the Gathering, le célèbre jeu de cartes qui existe depuis 1993, qui avait été fondé lancé plutôt par Wizard of the Coast et qui avait été rajouté en 99 par Hasbro. C'est donc un gros conglomérat qui maintenant possède non seulement des figurines, mais des propriétés comme de Magic the Gathering, D&D aussi, c'est là-dedans. Donc, faisant un bout que je pense que ce genre de propriété, comme Transformers G.I. Joe, qui peut être exploitable autant au petit écran qu'au grand écran. Là, on parle d'un univers consensuel, donc il va y avoir des vases communicants entre ce qui est fait pour le petit et le grand écran. Assez intéressant. Il y avait déjà quelque chose qui était en préparation du côté de Netflix, qui était produit par Terry Matalas. Puis Matalas, c'est le gars qui a réalisé la saison 3 de Picard. Donc, une série d'animation de Magic the Gathering dédiée pour Netflix. Je sais pas si ça va faire partie, de cet univers-là consensuel, mais ça risque de sortir avant le reste. Donc, pour ce faire, Hasbro Entertainment se sont joints à Legendary Entertainment, qui ont sorti beaucoup de franchises dans les dernières années. Donc, les films de King Kong et Godzilla, c'est eux. Donc, éventuellement, univers consensuel, à moins que ça meure tel qu'un feu de... Ça brûle tel qu'un feu de paille, tel que, j'allais dire, le Dark Universe des monstres de Universal, mais on leur souhaite pas. Là. Mais avec Magic, ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de faire soit des téléséries ou une série de films. C'est peut-être difficilement adaptable, je sais pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Oui, c'est énorme. Là. Puis, tu sais, les romans, puis ça, puis... On parle de 30 ans de stock, hein? Oui, c'est ça. Mais la dernière fois, avant cette nouvelle-là, la dernière fois que je n'avais entendu parler, c'était les gars qui avaient fait, les deux frères qui faisaient Game of Thrones, que leur nom m'échappe. De toute façon, c'est pas important. Je sais pas si c'est des frères, mais un duo de collaborateurs, mais je pense pas que c'est des frères. OK. Deux amis. Mais c'était dans les choses qui avaient perdu après la dernière saison de Game of Thrones. Perdu Star Wars, perdu Magic the Gathering. Je pense qu'ils ont perdu, ils ont quitté ces projets-là. Parce que Star Wars, je pense qu'ils ont quitté le projet de Star Wars qui était censé réaliser. Je pense qu'on leur a demandé de quitter. OK. Je pense qu'ils étaient trop excités de changer de projet, puis ils n'ont pas pris soin. Parce que, tu sais, à quel point Game of Thrones était important, puis dans le zeitgeist, puis dans la sphère médiatique tout le temps, c'était huge! Puis cette saison-là a fait tellement mal que ça a pas mal disparu, Game of Thrones. C'est encore là. Ouais, ils ont fait une nouvelle série récemment, le House of Dragon. Oui, mais tu sais, c'est ça. Mais est-ce qu'elle a l'engouement de Game of Thrones? Non. S'il aurait fini la dernière saison, puis ça aurait été comme vraiment excellent, puis tu sais, il aurait pas décidé de faire juste 6 épisodes, mais il aurait vraiment pris leur temps et tout ça, là. Comme HBO l'avait offert. Tout le monde capoterait sur House of Dragon en ce moment. Tout le monde parlerait que de ça. On dirait que... Je pense que ça a teinté la brand. Ça a teinté la brand. Ils doivent être... Mais je pense qu'en ce moment, ces deux gars-là développent des projets. Je leur souhaite. Parce que c'est pas parce que... Tu sais, il faut laisser... C'est une saison sur 6. C'est ça.
C'est ça, exactement. Tu sais, Lost n'a pas fait beaucoup l'unanimité quand ça finit, mais ça n'a pas scrappé la carrière de J.J. Abrams puis Damon Lindelof. Non, ça devrait pas scraper la carrière de ces deux gars-là. Là. Yes. Sinon, je laisse parler d'un projet de Post Malone qui se relancé. Post Malone? Ouais, Post Malone qui est un type que aussi, quand je le vois en entrevue, j'ai envie d'être son body. Là. Il a l'air... Mais c'est lui qui est un gros fan de Magic, c'est right? C'est lui qui a acheté la carte de One Ring, un Canadien qui l'avait trouvé pour $1 million l'année passée. Man. Donc, il a changé la vie de ce gars-là. Post Malone, qui est un geek, il vient de faire équipe avec le réalisateur Michael Bay, qui est aussi producteur, et Brad Fuller de Platinum Dunes, qui est la compagnie de production de Michael Bay, et Vault Comics pour un nouveau roman graphique, donc une nouvelle bande dessinée basée sur une histoire originale créée par Malone, qui se veut un mélange là, au niveau des inspirations entre Mad Max Fury Road et Evil Dead. Oh my God! Et le film s'appelle Big Rig. Donc, je te donne la prémisse, puis ça semble franchement quelque chose de... Moi, je suis là. Donc, on est à l'Europe durant le Dark Ages, donc l'époque médiévale où tout le monde mourait à genre 20 ans. Là. Et l'Europe est dévastée par une horde de démons sortis tout droit de l'enfer. Et il y a une société secrète qui est une secte des Templiers qui s'appelle The Six Petals, donc les 6 pétales, qui prie pour un miracle. Et la réponse à ces prières, c'est un 18 roues venant du futur qui apparaît à l'époque médiévale, ayant à son bord un conducteur qu'on appelle tout simplement The Trucker, qui est un ancien prêtre des Six Petals. Et donc, c'est armé de ce 18 roues-là que The Trucker va protéger l'Europe de l'époque médiévale d'une horde de démons. Oh my God! Fait que moi, je suis comme, je vois les Mad Max, je vois les Evil Dead, il doit y avoir un petit peu d'humour là-dedans, spécialement Army of Darkness style. Ouais. Et donc, c'est censé sortir en BD. Mais le but, pourquoi Post Malone s'est associé avec Michael Bay et Platinum Dunes, c'est pour éventuellement que ce roman graphique-là devienne un film au cinéma. Hey, ça serait malade. Moi, je te vois absolument réaliser ce film-là. J'aimerais beaucoup réaliser. C'est tellement dans tes cordes. Donc, ça s'appelle, je répète le nom, excuse-moi, je le recherche là, Big Rig. Big Rig, c'est comme un 18 roues, là, comme une grosse... Ça me fait penser, tu sais, Big Trouble in Little China, ça, c'est un autre projet que ça fait 12 fois qu'il essaie de rebooter. Il y a eu un comic book, une suite en comic book il y a quelques années, mais oui... The Rock voulait le jouer pendant un bout de temps. Pour moi, le personnage principal de Big Trouble, c'est... Kurt Russell. Kurt Russell, ouais. Je m'en fous si l'âge qu'il a aujourd'hui, puis on le ramène, là, je veux... Oh non, puis il faut le badass maintenant avec sa barbe et tout, les cheveux longs. Là. Yes. Il serait parfait. Tu sais, d'avoir... Ouais, tu sais, comme un adolescent de cette... comme plus vieux, là. Tu sais, qui n'a pas tant vieilli que ça. Là. Moi, je regarde l'âge que j'ai maintenant, puis le caractère que j'ai, puis je pense pas que je vais changer tant que je vais mourir. Je pense que je vais être aussi gossant que je le suis en ce moment quand je vais avoir 82. Là. En fait, je suis pas mal ça, mais je suis pas mal certain. Ouais. Donc, Big Rig, je suis très intrigué. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir quand... Tu sais, j'ai pas de date de sortie pour le roman graphique, mais je suis curieux. Oui. Je viens d'avoir un flash. Il y a eu, tu sais, la dernière fois, on en a parlé de c'est-tu une Nintendo ou un Nintendo? Les gens du Discord ont parlé et par un seul vote qui différenciait les deux, ça a été un Nintendo. Oh, merde. Mais c'était très serré. Je continue à croire que c'est une Nintendo. Moi, je continue à dire que c'est un truc en plastique qu'on s'en calisse. Sur le Discord, il y a quelqu'un qui a fait le... Oui, quelqu'un qui a lancé un sondage. Un sondage. C'est ça, on cherchait le mot. Sinon, très, très, très rapidement, juste parce que j'ai parlé de Legendary Entertainment, ils ont fait équipe avec Bandai Namco pour sortir une adaptation live action, en réel, là, pas un film d'animation, de Gundam. Et là, la production a commencé. OK. Donc, Gundam, qui est une franchise créée en 1979, par Yoshikuri Tomino, j'ai un peu de la misère à dire ce nom-là, qui est dans un monde futuriste où des grosses machines se tapochent. Là, je le résume très, 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 très bêtement. Il y a sûrement des fans de Gundam qui sont tabarnak. Mais c'est une franchise qui était excessivement populaire. Ça faisait longtemps qu'on voulait l'adapter en live action. Donc, qu'importe si c'est bon ou c'est pas bon, la production a commencé
Donc, ça s'en vient tranquillement. Et ce sera réalisé par un certain Jim Mickle, qui a entre autres réalisé sur la télésérie Sweet Tooth sur sur Netflix, pardon. Et initialement, ça était supposé être un projet de Netflix aussi, mais finalement, ça va être vraiment comme au cinéma quand ça va sortir. Ah, parfait. Yep. Il en faut des films au cinéma. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller en salle pour une raison. On va prendre une petite pause. Juste avant, je vous rappelle que j'ai le truc de Rémi qui va sortir, là, la représentation de Time Man durant les rendez-vous Québec Cinéma. La date, c'est le 25 février. C'est un mardi à 21h30 au Buvette Crade. Le Buvette Crade, c'est l'espèce de salle au centre de la Cinémathèque où il y a comme un cabaret, donc vous pouvez acheter de la boisson, assister à la représentation du film avec un band live qui sera présent pour faire la trame sonore. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Probablement la dernière fois que vous aurez la chance d'assister à ce type de représentation-là pour Time Man. Je pense pas qu'il y en aura 10 000 autres. Donc, ça, c'est le 25 février dans le cadre de RVQC, Rendez-vous Québec Cinéma. Et c'est gratuit, je le rappelle. Hey, vous n'avez pas de raison, là. Yes. En plus, venez me voir, payez-moi une bière. Tu vas être là? Tu vas aller faire un tour? Je pense que je vais y aller. Je vais essayer de faire un tour, j'aimerais ça être là. On ira ensemble? Oui, j'ai essayé d'y aller tout ça. Surtout que j'ai travaillé pour le Rendez-vous Québec Cinéma, j'ai tant peur de croiser quelqu'un que je connais puis que je sais pas dire. On pourrait y aller ensemble. Ouais, c'est ça, on ira ensemble. Parfait. On prend une petite pause juste avant. Je vous rappelle qu'on a un SpeakPipe, c'est une plateforme pour nous laisser un message vocal comme Martin l'a fait en début d'émission. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si vous nous laissez un commentaire, comme une suggestion, whatever, laissez un petit message. Vous pouvez l'écouter avant de nous l'envoyer, donc il n'y a pas de gêne. Je sais que ça intimide un peu les gens. S'il vous plaît, laissez-nous un message. J'aimerais ça que les gens participent cette année dans le cadre des Mystérieux Étonnants. Sinon, on vous invite à rejoindre notre Patreon. Notre Patreon, c'est ce qui permet de produire les Mystérieux Étonnants à chaque semaine depuis maintenant 19 ans. Ça fait 19 ans que le podcast existe. My God! S'il n'y a pas de Patreon, s'il n'y a pas de revenus, je peux pas, moi, me permettre de garder ça en vie. Tous les montants qui sont versés au Patreon sont réinvestis dans le projet. Donc, en échange de votre contribution, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon, que je fais avec notre ami Rémi, que j'ai mentionné il y a 2 secondes. Donc, on commence notre cycle dédié à Paul Verhoeven. Il y a 2 épisodes d'enregistrés. Je vais le rendre disponible le premier cette semaine. En plus de tout ça, je vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Et donc, c'est quoi? C'est l'Internet. On a une bien belle gang. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. C'est une belle gang. C'est un serveur privé où vous pouvez partager des nouvelles, partager des choses que vous aimez, que vous aimez pas, mais souvent le monde sont positifs sur le Discord. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, il y a différents sujets, bande dessinée, cinéma, whatever. On écoute des films des fois. Là, en ce moment, on est dans la saison des films français pour le mois de février. J'ai pas pu me joindre à vous autres à date parce que les films commencent à 8 heures, puis c'est en plein... Ouais, c'est en plein dans le dodo de mes enfants. Mais j'ai hâte de me joindre à vous autres. C'est quelque chose. Il y a une belle sélection cette année. Ah ben, c'est notre auditeur de longue date, Blaise, qui fait la sélection à chaque année depuis maintenant 3 ans. Puis c'est lui-même un étudiant en cinéma quand il était en France. Oui, il a été grippe. Oui, exactement. Donc, il y a une bonne connaissance cinématographique. Puis, tu sais, on blague, là, il nous présente souvent des films pas super bons. Là. C'est des films pour rire, surtout. Oui, mais il y a quand même des bons choix à travers ça. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on saute d'un univers à l'autre. Exact. Donc là, pour le mois de février, il nous présente des films le mercredi, vendredi, samedi, puis c'est Blaise qui diffuse. Oui. Donc, c'est le fun. C'est quand vous avez accès au Discord, vous avez accès à tout ça. Le dimanche, on écoute la lutte. Quoique cette semaine, on ne l'a pas fait, je pense, parce que c'était le Super Bowl. Puis l'autre avant, on s'était donné rendez-vous le samedi pour le Royal Rumble. Puis on s'est trompé dans l'heure. C'est ça, on s'est trompé dans l'heure. Fait qu'on a écouté de votre part. Mais souvent, on écoute la lutte. C'est une belle gang. En fait, moi, ce que j'aime du Discord, des fois, je suis tout seul chez nous ici le soir. Puis je me dis, je vais checker voir ce qui se passe sur Discord, puis quelqu'un qui a partagé quelque chose, ou des fois il y a des gens qui écoutent des films, fait que je vais me joindre à eux autres. C'est vraiment une belle plateforme pour eux. Vous faites en sorte aussi qu'on produit Noël Chisdor et Terre Kaiju, et on est disponible sur toutes les podcasts, les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Il y a un auditeur hier qui m'a écrit sur le Facebook, puis il m'a demandé, il dit « Hey, vous pourriez parler de We Stand on Guard de Brian Michael pas Brian Michael Bendis, c'est moi, de Brian K. Vaughan. Puis toi-même, tu voulais qu'on en parle. Oui, c'est ça que je voulais qu'on parle cette semaine. Bande dessinée où les États-Unis ont envahi le Canada. Puis donc, c'est très thématique pour ce qui se passe en ce moment. Ils viennent chercher notre eau. Foreshadowing. Mais on en a déjà parlé. Mais probablement que les gens ne le voient pas parce qu'il n'est pas dans le feed des RSS des Mystérieux, parce qu'on garde juste les 300 derniers épisodes. C'est une question de, je pense, de restreinte technologique. En tout cas, ça l'était dans le temps. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut en mettre plus que 300, là, mais
Si vous cherchez un épisode, ou plutôt une thématique, faites un search, une recherche dans le site des Mystérieux Étonnants, puis vous allez tomber dessus. L'épisode We Stand on Guard est disponible. C'est juste qu'il n'est pas dans le fil RSS, mais toutes les archives sont disponibles sur le site des Mystérieux. On est sur Facebook, Instagram, puis les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec Morty Morphing, Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtle. Genre là, 2 secondes. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de Mighty Morphing Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtle de Ryan Perrault et Simone Di Mio. C'est disponible chez... oh shit, j'ai comme un blanc. Je pense que c'est Boom Studios, si je me souviens bien. Ou, j'ai pas checké. Oh mon Dieu, j'ai comme un blanc. Là. Ben, je vais regarder tantôt dans 2 secondes. Donc, c'est un comic book dans lequel, justement, comme le titre le dit... Il n'y a pas de mensonge. Il y a une rencontre entre les Power Rangers et les Teenage Mutant Ninja Turtles, notamment les Power Rangers américains, ceux des premières saisons qu'on a eues ici. Donc, pas les Super Sentai. Non, exactement. Donc, vraiment, ceux avec Jason, Kimberly, Trini... toute la gang que vous connaissez des originaux américains. Et comment résumer l'histoire? C'est assez simple. Là. Oui. Le Green Rangers, Tommy disparaît. On ne sait pas où il est allé. Finalement, il s'est pointé à New York pour infiltrer le Foot Clan, qui est l'ennemi juré des Teenage Mutant Ninja Turtles, pour récupérer un de ses amis qui s'est enrôlé là-dedans là, il y a quelques temps. Et Shredder a de l'aide de ses amis, ses alliés de la dimension X. Mm-hmm. Et connaît, il sait c'est qui les Power Rangers. C'est connu que c'est qui les Power Rangers dans cet univers-là. Et il trouve une manière de les ninjas... Oh, je m'excuse. Dérober les pouvoirs du Green Rangers pour s'y approprier. Mm-hmm. Et son plan machiavélique, c'est de récupérer tous ceux des autres Rangers qui partent à la recherche de Tommy. Et comme ils partent à la recherche de Tommy à New York, c'est le territoire de qui? Des Ninja Turtles. Donc leur chemin s'entrecroise. Puis voilà, c'est un crossover en bonne et due forme. Qu'est-ce que tu allais dire? C'était pas ça que je savais pour dire, mais là, vu que tu as parlé de récupérer les pouvoirs de tous les Power Rangers, c'est la prémisse de 90% des séries de Power Rangers. Que tu écoutes Power Rangers Dino Fury, Power Rangers Ninja Steel, Power Rangers Beast Morphers, Power Rangers Je fais la vaisselle. C'est tout le temps ça le but. C'est de récupérer des pouvoirs ou récupérer la nouvelle variété de pouvoirs qui va permettre de vendre une nouvelle série de jouets. C'est ça. Parce que moi, je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment trippé sur les Power Rangers quand j'étais jeune. Oui, énormément. J'avais pas de jouets, mais j'étais vraiment fan du lore. À un point, à un moment donné... je parlais avec Jay, puis il était comme « Chris, t'en connais bien donc sur le lore des Power Rangers? » Ouais, j'ai vraiment trippé sur la série américaine et je l'ai écouté beaucoup trop longtemps pour mon âge. J'étais rendu, tu sais, je pouvais te dire « Ah, ce personnage-là, il fait partie de la première mouture. » Puis là, il est revenu plus tard. Puis je sais qu'encore aujourd'hui, même avec les nouvelles séries qui sont disponibles presque toutes sur Netflix ou sur le YouTube officiel des Power Rangers de Bandai, ben Christophe, il ramène de temps en temps des acteurs. Oui. Il ramène de temps en temps des personnages des premières séries. Mm-hmm. Parce qu'ils savent que les jeunes qui les écoutaient quand ils étaient jeunes, ben, ils sont maintenant rendus des adultes avec leurs propres enfants. C'est ça que je fais. Fait que j'ai un soft spot. Bon, tu vois, j'ai un soft spot pour les Power Rangers, puis j'ai un soft spot pour les Turtles. Puis j'aime ça, les crossovers. Tu sais, des fois, ça peut être... C'est souvent ridicule, mais voir qu'est-ce qui colle. Puis des fois, il y a des trucs qui étrangement collent bien ensemble, d'autres moins bien. Puis c'est ça que moi j'ai trippé de la bande dessinée, mais je veux savoir tout rapidement, est-ce que tu as aimé la série ou pas? Parce que tantôt, tu avais l'air à dire que tu avais beaucoup de réserves. J'ai aimé la bande dessinée, mais j'ai des réserves. Il y a des choses que je trouve qui n'ont pas... Tu sais, une des choses que je trippe le plus de Power Rangers, surtout maintenant que je l'écoute souvent avec mes enfants, là, c'est le design des créatures. Il y a vraiment... comme un amour dans le design, puis dans le... Je m'excuse, j'ai perdu ma concentration. Oui, quand elle crie la voisine, on l'entend, je sais. Oui. Seigneur. Oui, c'est mon quotidien. Oui, boy. Oui, mais t'as pas besoin de crier après non plus. Non, mais ça, c'est au moins elle réagit, parce que des fois, elle laisse pleurer. OK. Bref, je reviens. Oui, reviens. Concentration. Je mets mon écouteur au complet, comme ça je l'entends pas. C'est bon.
Qu'est-ce que je trippe le plus sur les séries de Power Rangers? C'est le design des créatures. Je les trouve absolument superbes. Je trouve que probablement le département le plus intéressant, c'est le département qui design ces costumes-là, qui est créé, puis qui font ça. C'est superbe. Et je trouve que les monstres dans la bande dessinée sont push. J'avoue que de ceux qui sont les originaux, parce qu'on ramène Goldar, on ramène Rita Repulsa, tout ça, eux, ils sont bien faits, on les reconnaît. Mais j'avoue que ceux qui sont les nouveaux monstres faits pour cette série-ci, sont plutôt ordinaires. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas d'âme. Au début, ils se battent contre une genre de pieuvre, mais elle n'a pas le design. Il n'y a pas de personnalité dans les designs qu'on voit. Tu sais, comme dans Dino Fury, qui est une de mes séries préférées, il y a une des créatures qui est un genre de robot un peu peureux, mais sur une de ses épaules, il y a comme une face d'humain qui rit, puis sur l'autre épaule, il y a une face d'humain qui pleure. Puis c'est intense comme design. Il pousse ça loin, puis il n'y a rien de ça dans la bande dessinée, puis ça m'a un peu déçu. Je trouve que ce qui est fort, par contre, dans la bande dessinée, c'est que peut-être qu'au niveau du contenu original, en termes de créatures, ils sont plus ou moins sur la cible, mais quand ils se basent sur des concepts qui sont déjà existants, comme le costume des Power Rangers, les Megazords, les Tortues Ninja également, je trouve que le dessin est franchement assez efficace. Ah oui. Puis il y a un moment donné où que les tortues vont avoir les pouvoirs des Rangers. Oui, et c'est le parfait mix des deux, man. Puis le dessin des tortues en Power Rangers, malade. Parfait. Ouais. Ça, c'est exactement excellent. Ce qu'il y aurait de l'air. Oui, c'est ça là. Top notch, moi. Ouais. Il y a un moment où 10 sur 10. il y a une confrontation dans Central Park entre des monstres qui sont grossis, qui sont Bebop et Rocksteady, amenés à la grandeur de... Parce que c'est ça, on reprend les codes, là, ils font grossir Bebop et Rocksteady comme dans les Power Rangers. Puis le Megazord passe à travers les rues de New York, à travers les buildings, puis il vient se battre. Puis je trouve que le design de ce gros robot géant-là, aussi quiche qu'il peut l'être, est franchement fort. Ah oui. Puis je trouve que je pense que c'est une dessinatrice, en fait, Simone Di Mio, est bonne, est super bonne. C'est super bien dessiné. Ouais. Peut-être, si je mettrais une petite étoile, des fois, l'action est confuse. Oui, certaines fois. Ouais. C'est, surtout dans cette bataille-là, justement, quand ils sont géants, je trouve... Puis là, je pense que ça doit être une note probablement du publisher qui ne pouvait pas se battre dans la ville. Qui Boom Studios en passant, je regarde. Boom Studios, OK. Qui ne peuvent pas se battre dans la ville parce que, tu sais... Faut pas détruire des buildings. Détruire des buildings, ça fait qu'ils se battent juste dans le Central Park, mais c'est pas ça, Power Rangers. Ils se battent dans la ville, ils tombent dans des buildings, puis il y a comme 1 million de flamèches qui revolent. Puis c'est ça, Power Rangers. Puis je trouve qu'on manquait... La grandeur, le scale, tu sais, on dirait pas que c'était des géants qui se battaient, c'était comme un robot qui se battait contre eux autres. J'ai l'impression que c'est ces petits détails-là qui m'ont gossé, mais qu'au total, j'ai vraiment aimé ça parce que l'histoire est le fun et tout. Tu vois, il y a 2 semaines, quand tu es venu, on a parlé de quoi déjà, de Spider-Ham. Oui. Puis tu m'as dit, on parle de quoi de léger, les gens sont un petit peu down, le kit. Puis j'ai moins aimé Spider-Man, toi t'as plus trippé. Ouais. Là, on est vraiment plus le contraire, mais tu vois, en termes de BD qui se casse pas la tête, mais qui est efficace, autant que ça a été efficace pour toi, Spider-Man, moi je trouve que cette série-ci a fonctionné pour moi. Mais tu sais, autant que j'ai aimé Spider-Man parce que c'était vraiment de base, on dirait que je donne peut-être moins la chance à Power Rangers parce que j'aime tellement ça que... Tu sais, on dirait que Spider-Man, c'est comme, c'est correct. Tu sais, ça me dérange pas. Mais Power Rangers, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est drôle, tu pas de Power Rangers, mais tu parles pas des Turtles. Les Turtles sont quand même partie prenante de cette histoire. Même que c'est vers la fin, c'est pas mal eux qui sont à l'avant-plan. Puis, je dirais que c'est souvent plus eux, les héros. Ouais. Puis... Je trouve qu'ils sont absolument bien écrits, par exemple. Oui. Les tortues sont les tortues. Mikey est horny. C'est un chaud lapin, comme à toutes les fois. Oui. Raph est en crise. Raph est en crise. Intellectuel. Il y a quelque chose de drôle, hein, par exemple, avec Mikey qui est tout le temps... Tu sais, ils disent... Tu sais, ils s'en viennent, mais tu sais, il y en a 2 de pas pire là-dedans parce qu'ils parlent des filles Power Rangers. Oui. Puis il est vraiment... Pour une tortue, il aime vraiment... Les humaines. Les humaines. Il aime beaucoup les mammifères. Ouais. Puis là, je sais pas si la Ooze l'a vraiment mis humain
Ou... Tu es en train de te poser une question sur la graine de Mikey, c'est ça? Oui, exactement. Puis, je me suis tellement posé la question en le lisant que j'ai googlé c'est quoi un pénis de tortue. T'es tombé sur les fameux vidéos de tortues qui font l'amour à des souliers, c'est ça? Non, c'est une balle de tennis. Ah, OK, cool. OK. Mais il faisait le petit cri. Oui. Ouais. Puis... J'allais bien. Oui, tu l'as vraiment bien. Puis je me demandais, c'est quoi? C'est weird as fuck. Pourquoi t'as regardé ça? Mais j'étais curieux, je voulais savoir. Mais là, j'ai vu juste le résultat de ton OCD. Là. C'est ça, pas OCD, mais... déficit d'attention. Déficit de l'attention, ouais, c'est ça. C'est vraiment weird, là. Ça ressemble pas à un pénis, là. C'est comme un genre de petit parapluie, là. Ça ressemble à... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment bizarre. On ça à la BD? C'est ça que les gens ne l'entendent pas vraiment parler des pénis de tortue. C'est de la science, tout le monde. Ouais, c'est comme le National Geographic. Vous apprenez des choses. C'est ce que j'aime dans ce genre de crossover-là. À chaque fois qu'on parle d'un crossover, il y a un smartass à un moment donné qui va dire « Oui, mais là, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. » Non, c'est pas grave. Le but d'un crossover, c'est de pitcher plein d'affaires sur le mur puis voir ce qui colle. Et encore une fois, des fois, il y a des affaires qui collent étonnamment bien. Je dis pas que le rendu est efficace toujours, mais il réussit souvent, l'auteur va souvent réussir à faire des liens entre deux éléments de franchise qui n'ont pas de lien ensemble. Ce que j'ai aimé là, dans cette série-là pour expliquer que les Power Rangers et les Turtles se rencontrent, c'est assez niaiseux. Les Power Rangers ont toujours existé dans l'univers des Turtles. Les Turtles savent que ça existe parce qu'il y a une ville quelque part aux États-Unis qui s'appelle Angel Grove, puis c'est là que c'est leur base d'opération. Oui. C'est réglé. Quand les Power Rangers arrivent à New York puis ils rencontrent les tortues, eux, ils sont surpris parce que dans le canon des BD, personne sait qui sont là théoriquement ou sont classés au niveau de rumeurs. Oui. J'ai aimé ce côté-là. Il y a une couple de fois qu'il y a des clins d'œil que moi, j'en aurais pris au moment où les tortues contrôlent le Megazord. C'est vraiment le fun. Il dit, je pense que c'est Donatello ou peut-être Mikey, il dit « Pourquoi tout d'un coup, il y a des flamèches partout? » Parce que dans la série, c'était ça. C'est ça. Quand il mangeait un coup, le Megazord, dans la salle de contrôle, il y a quelqu'un qui partait la pyrotechnie puis qui empoisonne tout le monde à l'aluminium qui est dans cette petite cabine-là. Il y a quelques fois comme ça où il y a comme un certain, j'en veux pas trop, mais un regard méta sur les deux franchises où quand les Power Rangers arrivent pour la première fois dans le repère des Turtles dans les égouts, il y a quelqu'un qui dit « On va-tu ignorer le fait qu'il y a comme un gros rat qui nous regarde, qui est là dans le coin? » Puis t'as Master Splinter, puis je trouve qu'il est pas cadré de proche, il est comme cadré de loin, fait que ça fait comme weird. Je suis juste assis en petit bonhomme puis qui attend, tu sais. Il y a vraiment... la BD aussi, autant qu'elle peut être peut-être pas efficace, artistiquement parlant, elle fonctionne puis elle livre. Tu vois que c'est quelqu'un qui maîtrise son art qui a fait cette bande dessinée. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que Léo... c'est le Power Ranger rouge. Donatello, c'est le Power Ranger bleu. Mikey, c'est le Power Ranger noir. Ils se sont tous trouvés... des personnalités équivalentes. Puis ils les ont mis ensemble parce que c'est des amis. Ça fait que... il y a plein de choses qui marchent. Raph est le Power Ranger jaune, pas parce qu'il est proche de Trini, mais il y a comme les armes sont similaires. Il y a des... Puis c'est ça, il y a des moments comme ça où Billy va parler à Donatello. Oui, puis il parle juste de science, puis de robots, puis de tout ça. Puis Donatello est... Ça, j'ai vraiment aimé ça. Donatello est comme un fanboy des Power Rangers. Puis là, il essaie de l'impressionner lui avec ses inventions, mais il est comme... il se sent inadéquat, puis tout ça, puis il est un peu gêné. C'est très drôle, parce que finalement, dans le méga combat géant, puis on va le dire, l'écrivain connaît très bien ses Ninja Turtles. Il a sorti le Ninja Turtle robot, que son nom m'échappe en ce moment. Mais qui était dans les comics. Puis, peut-être pas dans les comics, mais qui était dans la série télé. J'avais ce jouet-là quand j'étais jeune. Oui, je l'ai encore, ce jouet-là. Puis, il finit par se morpher, parce que c'est tout le temps ça. Dans tous les Power Rangers, les robots se connectent ensemble puis deviennent de plus en plus gros. Là, il se morph. Fusion des deux, le Megazord là, t'as le Turtle Megazord. Puis le concept est beau. Oui, nickel. C'est autant que je suis d'accord avec toi que le concept des monstres est plutôt ordinaire, autant qu'au niveau de ça, là, je pense que la dessinatrice avait de la pression, puis elle était comme, je vais pas moffer mon coup, puis ça marche super bien. C'est vraiment... C'est un beau design. Tu sais, je verrais une figurine de ce Megazord-là, Turtle, en vente, comme le reste des jouets. Là, en ce moment, il y a une industrie un peu comme les Transformers de jouets de Power Rangers, mais pour les adultes, où genre un Megazord, ça coûte comme 400$ US. C'est insane. Là. C'est des gros montants pour des jouets de plastique. Puis
sais, à travers les séries, les séries modernes sont toutes... ils continuent à designer des nouvelles créatures puis des nouveaux orbes. Ils sont tout le temps de plus en plus insane puis beaux. Puis... J'aurais pris plus de combats, je pense, de... Tu sais, c'est supposé être la finale, c'est supposé être le combat entre les monstres puis les tortues qui contrôlent le Megazord. Je dis Megazord, c'est Megazord, pardon. Oui, Megazord. Megazord. Puis finalement, le combat est plutôt décevant. Puis un peu confus. Il est dur à suivre à travers les cases par moment. C'est difficile de savoir où situer, où sont les personnages et tout ça. Mais je peux pas enlever... T'as raison, le design... Vraiment, l'affaire la plus cool, c'est vraiment les Ninja Turtles en Power Rangers, à quel point c'est réussi. C'est très bien réussi. Ouais. Un mélange des deux. Puis t'as l'association que j'ai quand même bien appréciée. C'est classique. Ils réinventent pas la roue, mais de toute façon, Power Rangers, ils réinventent jamais la roue. Série après série, c'est tout le temps les mêmes épisodes, juste avec des nouveaux personnages. Mais d'avoir Shredder, puis... comment elle s'appelle, la sorcière? Rita Repulsa. Ouais, Rita Repulsa, que... Elle parle plus calmement dans la bande dessinée, mais j'étais quand même pas capable de la lire sans entendre sa voix qui crie. Oui, c'est ça. Qui crie tout le temps, super aigu. De les voir travailler ensemble, mais se détester en même temps. Il y a quelque chose... Oui, c'est fun. Le mix aussi, on parle d'un autre concept qui fonctionne, le mix entre le costume de Shredder et du Power Rangers vert. Oui, fonctionne très bien. Oui, vraiment. D'ailleurs, toi qui es fan, je sais qu'il y a eu plusieurs séries du côté de Boom Studios de Power Rangers. Donc, il y a un point où est-ce qu'il y a eu un reboot puis avec un nouveau titre. Et je pense que c'est la même artiste, ou en tout cas, elle a travaillé sur ces séries-là. Les fans de Power Rangers, je crois qu'ils ont bien aimé ce traitement-là, du côté de Boom. Je sais pas s'il y a encore une série en continu, mais il y en a une jadis. J'aimerais ça, une qui suivent, exemple, Dino Fury ou comme Ninja Steel. Parce que autant que j'aime celle de mon enfance, puis il y a de la nostalgie qui est liée à ça, les nouvelles séries sont quand même meilleures. Ouais. Est-ce que les nouvelles séries sont dans le même univers? Parce qu'à un moment donné, ils ont fait une scission. Après, c'est il y a eu compliqué. Space puis Universe, puis après, c'était d'autres univers, right? Oui, c'est ça, c'est d'autres univers. C'est que... Mais ils savent tous un peu que les autres existent. C'est ça. Mais ils sont pas tous dans le même univers, puis c'est pas toute la même planète Terre, puis des fois ils font des crossovers. Ouais, c'est ça. C'est comme comme Koda, qui est mon personnage préféré des nouveaux. Il s'est retrouvé dans Ninja Steel pendant un bout de temps, puis tout ça. C'est que j'aime ça qu'ils savent à cause d'un riff temporel. Puis oui, c'est tout le temps ça. Mais ils savent, dès qu'ils le voient, il y a pas comme. Mais t'es qui, toi? C'est comme... C'est Koda de Dino Fury, tu sais, ils se connaissent. Quasiment s'ils sortent pas le logo du jouet. Là. Puis ils ont fait un où c'est que vraiment, il y avait des personnages de toutes les séries. Cette série d'épisodes-là est malade. T'as-tu vu le crossover qui ont sorti genre 30 ans plus tard? Ben, c'était pas un crossover, mais la série de 30 ans plus tard qui se passe avec ceux de Mighty Morphin Power Rangers, où t'as l'acteur qui faisait Billy de retour, celui qui faisait Hackett de retour. Les autres sont pas de retour. Non, Trini est décédé, un accident d'auto. Kimberly, l'actrice Kimberly a refusé de venir. L'acteur qui jouait, malheureusement, Tommy, a mis fin à ses jours. Jason, ils n'ont pas réussi à avoir une entente. Non, puis de toute façon, Jason, puis même si Tommy, il déteste. Ça a l'air qu'ils se sont réconciliés dans les dernières années. Puis je sais que Jason a eu des problèmes légaux, mais on le voit maintenant, il est actif sur les médias sociaux. Je pense qu'il fait les conventions maintenant, là. Mais c'était comme une occasion manquée parce que l'idée était bonne, c'est que tu retrouves ces personnages-là 30 ans plus tard. Mais il y avait juste deux des personnages. Puis c'est pas la seule chose qui a manqué de ça. C'est que tu avais la vibe de Power Rangers, puis ils ont réussi à récupérer certains décors, mais comme ils ont utilisé. Les combats, c'est du CGI, c'est pas des gars dans des suits. Puis dans le film de Power Rangers, les combats de Zord étaient aussi du CGI. Puis je me disais, ils ont-tu fait exprès pour... Puis c'est juste un mauvais cadre. C'était une erreur dans le film, dans le temps. Puis c'est une erreur aujourd'hui. Le film qui est excellent en passant, là, il a vraiment bien vieilli. Lequel? Sauf les combats géants. Là. Tu veux dire le nouveau ou l'ancien? L'ancien, OK. Ouais. Celui de l'époque, celui où est-ce qu'ils deviennent des ninjas. Oui, c'est ça. Celui où ils deviennent des ninjas, ça a super bien vieilli. Je l'ai réécouté avec mes enfants. Qui n'est pas canon dans la série, hein, parce qu'ils sont devenus des ninjas différemment dans la série. Le film n'est pas comme le film des X-Files, où le film des X-Files se passe en 2 saisons. Non. C'est comme juste un Elseworld, puis dans la série, ils se sont transformés différemment. Ben, moi, là, le retour de 30 ans plus tard, celui qui est disponible sur Netflix, j'ai oublié le nom, là, il manquait Buck and Skull. Oui.
Come on, guys. Mais ça manquait aussi dans cette BD-là. Oui. Oui, il aurait fallu Bucking Skull dans la série. Tu sais, d'avoir juste un moment de cabotinage, là, ça aurait pu être drôle, là, en tout cas. Anyway, je pense qu'on a fait le tour. Tu le recommandes-tu pareil? Oui, 100%. Okay. C'est pas parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé que c'est pas une bonne bande dessinée. Okay. Je pense que c'est une très bonne bande dessinée. C'est juste que il y a quelques petites affaires que j'aurais aimées, mais c'est parce que c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. Surtout le design des créatures, là, 80% de pourquoi j'écoute Power Rangers, c'est le design des créatures. En étant fan de Kaiju, c'est normal aussi. Ces créatures-là sont jamais vraiment intéressantes quand elles sont de grandeur normale. C'est quand tu les vois en grandeur monstre, Kaiju, gigantesque, qui là sont intéressantes. J'avoue qu'à ce design-là, au niveau de leur design, c'est plutôt décevant, mais le reste de la BD, moi, visuellement parlant, m'a beaucoup impressionné. Oui. C'est vif, c'est coloré, c'est le fun, il y a de l'action. Puis il va avoir une suite. Il y a une suite qui est déjà en publication en ce moment. OK, parce que, tu sais, à la fin, pas spoilers, là, mais ils vont dans comme nos deux méchants décident d'aller dans la dimension X. Dans la dimension X. Exact. Souvent, c'est des fins ouvertes où il n'y aura pas nécessairement de suite. Là, il y a une suite qui est en publication en ce moment. Donc, ça s'en vient. Mais je pense que je vais continuer de l'aller. Je suis content qu'un adulte que je connais a déjà trippé sur ou trippe encore sur les Power Rangers parce que quand j'en parle, il n'y a personne qui peut me suivre dans ma folie. Tu devrais en parler à mes enfants. Ils capotent. Ouais, vraiment beaucoup. Bon, merci, Johan. On se laisse là-dessus. Merci vous autres à la maison. Allez faire un tour sur notre Patreon cette semaine. Un nouvel épisode de Bifurcation qui s'en vient. Merci si vous donniez déjà. C'est fortement apprécié. N'oubliez pas, si vous abonnez au Patreon, de m'écrire directement à travers la plateforme pour avoir le lien pour le Discord des Mystérieux. Je ne vous le donnerai pas automatique. Il faut que vous m'écriviez pour que je sache vous êtes qui. Puis garder une trace de qui se lie au serveur. Sinon, faites attention à vous autres et on se revoit la semaine prochaine. Okay. Bye bye. Bye, ciao.